Le Mustang est arrivé seul au commissariat, hennissant désespérément. Lorsque les policiers l'ont suivi, ils n'en ont pas cru leurs yeux en voyant ce qu'il y avait dans la cabane. L'aube n'avait pas encore caressé les toits de Saint-Étienne-du-Grès lorsqu'Amélie Ducour ouvrit les yeux dans la grange abandonnée qu'elle appelait son foyer. La lumière grise filtrait à travers les planches disjointes, révélant son maigre univers. Une flûte en bois posée sur un châle aux couleurs vives, une photographie brûlée sur les bords et une couverture râpée qui avait connu des jours meilleurs. Elle tendit la main vers la photo, effleurant du bout des doigts les visages à moitié effacés par les flammes. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'incendie du campement, mais la douleur demeurait aussi vive qu'au premier jour. À 19 ans, Amélie était désormais seule, une ombre romanie dans un monde qui préférait ne pas la voir. « Bonne journée, mamie », murmura-t-elle en romani, embrassant le coin intact de la photo où l'on distinguait encore le visage ridé de sa grand-mère. « Guide mes pas aujourd'hui. » Elle se leva d'un mouvement souple, secoua la paille de ses longs cheveux noirs et enfila sa veste rapiécée. Son estomac grondait, mais le petit morceau de pain de la veille devrait suffire jusqu'au soir. Si elle avait de la chance, aujourd'hui serait un jour de travail. Le village s'éveillait lentement lorsqu'Amélie traversa la place principale. Elle sentit immédiatement les regards se poser sur elle. Certains méfiants, d'autres simplement curieux, tous conscients de sa différence. Ses yeux vert foncé fixaient obstinément le sol pavé tandis qu'elle accélérait le pas. « La gitane !» chuchota une femme à son passage, tirant son enfant un peu plus près d'elle comme si Amélie était porteuse d'une maladie contagieuse. Elle ne ralentit pas, habituée à ses réactions. Sa grand-mère lui avait appris que la dignité était le seul luxe que personne ne pouvait lui arracher. « Marche comme si tu portais une couronne invisible », lui disait-elle. Et c'est ce qu'Amélie faisait, même quand chaque pas lui coûtait. Au bout du village, après le vieux lavoir, se dressait le haras Beaumont. Un imposant portail en fer forgé marquait l'entrée de la propriété la plus prestigieuse de la région. Amélie s'arrêta à distance respectueuse, observant l'activité matinale. Des hommes transportaient des ballots de foin, d'autres nettoyaient le pavé de la cour centrale. À travers les bruits familiers des écuries, elle percevait déjà les hennissements des chevaux, un langage qu'elle comprenait mieux que celui des hommes. Prenant une profonde inspiration, elle franchit le seuil et se dirigea vers un homme d'âge mûr au visage perpétuellement plissé de désapprobation. « Monsieur Lefebvre, l'administrateur du domaine. »« Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement, gardant une distance respectueuse. « J'ai entendu que vous cherchiez quelqu'un pour nettoyer les écuries. » Lefebvre leva les yeux de son carnet, son regard passant rapidement sur la jeune femme, notant ses vêtements usés et son teint olive. « Une gitane, » constata-t-il sans chaleur. « Qu'est-ce qui te fait croire que M. Beaumont embaucherait quelqu'un comme toi ?» Amélie ne sia pas. « 3 garçons ont quitté ce travail en 1 semaine. Je suis forte, je connais les chevaux et je ne demande pas cher. » Le visage de Lefebvre trahit une brève surprise devant cette information précise. Il plissa les yeux. « Les nouvelles vont vite, » marmonna-t-il. Puis, après un moment d'hésitation, « Tu as déjà travaillé dans des écuries ?»« Toute ma vie, » répondit-elle simplement. C'était vrai. Avant l'incendie, sa famille s'occupait des chevaux partout où ils s'installaient. Depuis, elle avait survécu grâce à des travaux temporaires dans les fermes et écuries de la région, dormant dans des granges abandonnées, invisibles et silencieuses. Lefebvre soupira profondément, consultant sa montre. « Très bien. Seulement parce que personne d'autre n'accepte le poste. 20 € la journée, payée ce soir. Tu nettoies les allées, les box, et tu t'occupes de la paille fraîche, sans approcher les chevaux. » Il lui tendit une fourche et un balai usé. « Et, ajouta-t-il sévèrement, tu ne t'approches pas de l'écurie 8. L'animal là-bas est dangereux et sera envoyé à l'abattoir bientôt. Une perte considérable vu son prix, mais M. Beaumont n'a pas de patience pour les investissements ratés. » Amélie hocha la tête, acceptant les outils et les conditions. Lefebvre lui indiqua l'entrée des écuries principales avant de retourner à ses papiers, visiblement mécontent de cette solution temporaire. L'intérieur du bâtiment principal était impressionnant. Des stalles spacieuses, alignées de part et d'autre d'une large allée centrale, le sol pavé de pierres anciennes polies par des générations de sabots.
Amélie commença son travail méthodiquement, balayant les débris de paille et de crottin. Tout en travaillant, elle observait discrètement les magnifiques chevaux Camargue à la robe blanche comme l'écume, les pur-sang arabes aux lignes élégantes, les robustes percherons aux muscles puissants. Ces chevaux étaient loin, très loin des modestes poneys que sa famille avait possédés. Chaque animal ici valait probablement plus que tout ce qu'Amélie avait jamais possédé. Pourtant, malgré leur valeur, quelque chose manquait dans leur regard, une étincelle de liberté que même les meilleures écuries ne pouvaient préserver entièrement. « Vous avez de la chance d'être si beau », murmura-t-elle en romanie à un étalon arabe qui tendait son élégante tête par-dessus la porte de son box. « Les hommes pardonnent beaucoup aux belles choses. » Alors qu'elle atteignait l'extrémité de l'allée, un son différent attira son attention, un hennissement bas, presque un gémissement, qui semblait résonner directement dans sa poitrine. Ce n'était pas le salut amical des chevaux bien nourris et soignés, mais quelque chose de plus profond, de plus déchirant. Amélie s'immobilisa, la fourche à la main. Le son provenait d'un bâtiment adjacent, séparé des écuries principales. L'écurie 8, sans doute. Un rapide coup d'œil confirma que Lefebvre n'était plus visible. Il avait reçu un appel téléphonique et s'était éloigné vers les bureaux. C'était sa chance. Posant silencieusement ses outils contre le mur, Amélie se dirigea vers la source du son étrange. Une petite écurie isolée se dressait à une vingtaine de mètres du bâtiment principal, ses fenêtres partiellement occultées. Sur la porte, un simple 8 était peint en rouge, accompagné d'un avertissement. Danger, ne pas approcher. Le hennissement-gémissement se fit entendre à nouveau, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Sa grand-mère lui avait toujours dit qu'elle possédait un don rare, celui d'entendre la voix véritable des chevaux, au-delà des sons qu'ils produisaient. Et cette voix-là criait à l'aide. Amélie s'approcha lentement de la porte entr'ouverte. L'odeur qui s'en échappait était différente des autres écuries, moins la senteur familière de foin et de cheval, plus celle de la peur et de la douleur. Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule, puis se glissa à l'intérieur. Le contraste avec les écuries principales était saisissant. Une seule stalle occupait l'espace, bien plus grande que les autres, renforcée avec des barres métalliques supplémentaires. La paille au sol semblait vieille et souillée à plusieurs endroits. Et là, dans cette cage fortifiée, se tenait la créature la plus magnifique et terrifiante qu'Amélie ait jamais vue. Un Mustang américain à la robe dorée et au crin noir, son corps puissant parcouru de tremblements, sa peau marquée par des cicatrices visibles même à distance, traces évidentes de coups de fouet et de mauvais traitements. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent Amélie, des yeux sombres et sauvages, remplis d'une intelligence farouche et d'une souffrance insondable. L'animal perçut immédiatement sa présence. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne, ses naseaux se dilatèrent. En un instant, il se lança contre les barreaux de la stalle dans une explosion de fureur, ses sabots martelant les parois avec une force qui fit trembler tout le bâtiment. Ses dents claquèrent dans le vide, comme s'il voulait arracher des morceaux de chair invisibles. Toute personne sensée aurait fui. Amélie fit l'impensable. Elle s'assit sur le sol poussiéreux, à quelques mètres de la stalle, les jambes croisées comme si elle s'installait pour un pique-nique. Le Mustang, surpris par cette réaction inattendue, redoubla d'abord de violence, frappant les barreaux avec une rage renouvelée. Amélie ne bougea pas. Au lieu de cela, elle commença à chanter doucement, une mélodie ancienne que sa grand-mère lui avait apprise. Une chanson romanie sur des étoiles sauvages guidant les voyageurs perdus à travers les nuits sans lune. O dive sakai o shonuta firel, o sherayi sikavel, o drôme. Sa voix était douce mais claire, portant les mots mystérieux d'une langue que peu de gens comprenaient dans cette région. Pendant plusieurs minutes, rien ne changea. Le Mustang continuait de s'agiter, bien que ses assauts contre les barreaux semblaient perdre en intensité. Puis, progressivement, un changement subtil s'opéra. Les oreilles de l'animal, auparavant plaquées en arrière en signe d'agression, pivotèrent légèrement vers l'avant, non pas détendues, mais attentives. Amélie continua de chanter, sans regarder directement l'animal,
gardant son corps détendu et légèrement tourné de côté. Elle savait d'instinct qu'un regard direct serait perçu comme un défi. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en romanie entre deux couplets. « Toi aussi, tu connais la solitude. Toi aussi, tu sais ce que c'est d'être arraché à ta terre. » Le Mustang s'était immobilisé, son souffle rapide créant de petits nuages dans l'air frais du matin. Ses yeux restaient fixés sur Amélie, non plus avec une rage aveugle, mais avec une intensité calculatrice. « Il t'appelle comment ?» demanda-t-elle doucement, remarquant une plaque métallique sur la porte de la stalle. Elle se leva lentement pour lire l'inscription, prenant soin de ne pas faire de mouvements brusques. « Étoile sauvage », disait la plaque. Un nom ironiquement poétique pour un animal visiblement condamné. « Étoile sauvage », répéta-t-elle à voix haute. « Ils ont au moins reconnu ta nature. » Pour la première fois, le Mustang fit un mouvement qui n'était pas empreint d'agression. Il s'avança d'un pas, non pour charger, mais pour observer cette humaine étrange qui ne sentait pas la peur comme les autres. Pendant 15 minutes, Amélie resta immobile, alternant chant et silence, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Étoile sauvage s'approcha de la grille et tendit son museau, humant l'air dans sa direction, non pas en défi, mais en curiosité prudente. « C'est ça », murmura Amélie. « Prends ton temps. Nous avons tous les deux appris à nous méfier, n'est-ce pas ?» Le moment fut brutalement interrompu par des voix qui approchèrent rapidement. Amélie se redressa, mais il était trop tard pour s'échapper discrètement. La porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer deux silhouettes, Lefebvre, l'administrateur, et un homme d'une 50aine d'années vêtu d'un costume impeccable qui contrastait avec l'environnement rustique de l'écurie. Son visage, aux traits fins et au teint hâlé par des séances de bronzage artificiel, s'empourpra instantanément à la vue d'Amélie. « Qu'est-ce que cette gitane fait près de mon Mustang ?» cria-t-il à Lefebvre, dont le visage se décomposait de mortification. « Monsieur Beaumont, je… » commença l'administrateur, mais le propriétaire l'interrompit d'un geste sec. « Éloignez-vous immédiatement de cet animal » ordonna Beaumont directement à Amélie. « Il a déjà attaqué 3 palefreniers professionnels. Vous pensez qu'une vagabonde superstitieuse réussira à le dompter ?» Amélie se leva avec une dignité silencieuse. Elle ne s'abaissa pas à répondre à l'insulte, mais avant de se diriger vers la sortie, elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Le Mustang maintenait ses yeux fixés sur elle, non plus avec fureur, mais avec une intensité qui transcendait le comportement animal ordinaire. Dans ce regard échangé, s'établit une connexion inexplicable entre deux esprits brisés. « Cette fille est interdite d'approcher cette écurie à nouveau », décréta Beaumont à l'administrateur. « Le Mustang sera abattu la semaine prochaine. C'était une erreur de l'amener ici. Les animaux sauvages doivent rester sauvages ou mourir. » Alors qu'elle était escortée hors de la propriété par un Lefebvre furibond, Amélie entendit Beaumont commenter « Ces gitans et leurs superstitions avec les chevaux. Mon père disait qu'ils volent plus qu'ils ne domptent. » Le soleil était déjà haut lorsqu'Amélie quitta le haras Beaumont, sans le paiement promis, mais avec quelque chose de bien plus précieux, le souvenir d'une connexion fugace avec une âme aussi marginalisée que la sienne. Cette nuit-là, allongée sous les étoiles provençales dans la grange abandonnée qu'elle appelait son foyer, Amélie ne pouvait chasser de son esprit les yeux d'étoiles sauvages, des yeux qui avaient reconnu en elle une âme également marginalisée, également incomprise. La lune baignait les champs d'oliviers d'une lumière argentée lorsqu'elle prit une décision qui changerait à jamais le destin de 2 êtres que tout semblait séparer, sauf peut-être cette connaissance intime de ce que signifiait être considéré comme sans valeur. La lune baignait les champs d'oliviers d'une lumière argentée lorsqu'Amélie prit une décision qui changerait à jamais le destin de 2 êtres que tout semblait séparer. Elle connaissait des passages secrets entre les oliviers centenaires, des chemins invisibles aux yeux des propriétaires terriens mais transmis de génération en génération parmi les Romani qui avaient parcouru la Provence depuis des siècles. Dès le lendemain soir, elle attendit que les dernières lumières du haras s'éteignent. Le ciel provençal, parsemé d'étoiles brillantes, lui offrait juste assez de clarté pour se faufiler entre les arbres anciens. Leur écorce tordue semblait protéger sa progression, comme des gardiens silencieux d'un savoir oublié. Grand-mère disait que ces oliviers ont vu passer plus de caravanes que tous les gendarmes de France.
murmura-t-elle en effleurant un tronc noueux. Amélie évita soigneusement les zones dégagées, se déplaçant comme une ombre. L'air embaumait la lavande et le thym sauvage, odeur qui masquait partiellement sa présence au chien de garde. Elle atteignit finalement l'arrière du domaine, où un vieux mur de pierre offrait une brèche discrète, juste assez large pour qu'une personne mince puisse s'y glisser. L'écurie 8 se dressait, isolée dans l'obscurité. Amélie s'approcha sans hâte, consciente que la précipitation engendrait la peur, et la peur était l'ennemi de la confiance. À quelques mètres de la porte, elle s'immobilisa et s'assit simplement sur l'herbe fraîche. À l'intérieur, Étoile Sauvage perçut immédiatement sa présence. Un claquement de sabots nerveux résonna contre le bois. Amélie ne bougea pas, ne tenta pas d'entrer. Elle sortit doucement sa flûte de bois, héritage de son grand-père qui l'avait ramenée de Rome plusieurs décennies auparavant. Les premières notes s'élevèrent, hésitantes puis plus assurées, une mélodie ancienne que les Romani jouaient pour calmer les chevaux effrayés lors des orages. Pendant près d'une heure, elle joua sans interruption, laissant la musique créer un pont invisible entre elle et l'animal traumatisé. Elle ne regardait pas directement l'écurie, respectant l'espace et la méfiance du Mustang. La mélodie parlait pour elle. « Je suis là, mais je n'exige rien. » Les bruits à l'intérieur changèrent progressivement. Les coups de sabot devinrent moins fréquents, le souffle moins haletant. Avant de partir, Amélie murmura simplement « Bonne nuit, Étoile, je reviendrai. » Le lendemain, au marché local, Amélie écoutait attentivement les conversations tout en récupérant discrètement des herbes jetées par les vendeurs. « Ce Mustang américain de Beaumont, c'est une bête du diable », racontait un palefrenier à la terrasse du Café du Soleil. Capturé dans les plaines sauvages du Nevada, paraît-il, la moitié de son troupeau abattu pendant l'opération. « Comment l'a-t-il fait venir jusqu'ici » demanda un autre homme. « Pas légalement, c'est sûr », répondit le premier en baissant la voix. Des containers sans aération suffisante, des semaines dans le noir. L'animal était déjà à moitié fou en arrivant. Amélie ramassa une poignée de lavande fraîche, son esprit assemblant les pièces du puzzle. Pas étonnant qu'Étoile Sauvage soit si traumatisée. Arraché violemment à sa liberté, témoin du massacre de ses semblables, puis transporté dans des conditions inhumaines vers un pays étranger. Comme nous, pensa-t-elle amèrement, se rappelant les histoires de sa grand-mère sur les persécutions des Romani à travers l'Europe. Ce soir-là, pour sa seconde visite, elle apporta un petit sac d'herbes médicinales, lavande pour calmer, arnica pour les douleurs musculaires, calendula pour les plaies. Elle s'installa un peu plus près de l'écurie, mais toujours à distance respectueuse. Cette fois, elle ne joua pas immédiatement. Elle s'assit en silence, laissant sa présence s'intégrer à l'environnement du Mustang. À l'intérieur, Étoile Sauvage s'agitait moins que la veille, reniflant l'air avec curiosité. « Les hommes croient qu'ils peuvent qu'au forcer la confiance », dit-elle doucement, après un long moment. « Mais la confiance est comme l'eau entre les doigts. Plus on serre, plus elle s'échappe. » Elle commença à préparer les cataplasmes, écrasant les herbes entre ses doigts, libérant leurs huiles essentielles. L'odeur aromatique emplit l'air nocturne. Elle plaça délicatement les préparations près de l'entrée de l'écurie, sans tenter d'approcher davantage. « Pour tes blessures, » expliqua-t-elle simplement, « quand tu seras prêt. » Le troisième soir, Amélie découvrit que les cataplasmes avaient disparu. En s'approchant prudemment, elle aperçut à travers une fente dans la porte qu'Étoile Sauvage avait exploré ses offrandes, répandant les herbes sur le sol de sa stalle. Mais certaines des préparations semblaient avoir été appliquées contre les planches où il se frottait habituellement. L'animal avait intuitivement compris leur utilité. Cette nuit-là, la jeune femme s'approcha encore davantage, s'asseyant juste devant la porte entr'ouverte. Elle raconta à voix basse l'histoire de sa propre perte, de l'incendie qui avait emporté sa famille, de la méfiance des villageois. « Toi et moi, nous portons nos cicatrices différemment, » murmura-t-elle. « Les tiennes marquent ta peau, les miennes sont à l'intérieur. Mais elles nous ont appris la même chose, que le monde peut être cruel sans raison. » À la fin de cette troisième visite, Étoile Sauvage s'était suffisamment approchée pour qu'elle puisse distinguer sa respiration, plus régulière, moins paniquée que lors de leur première rencontre. Le lendemain, au Café du Soleil,
Amélie comptait ses maigres pièces pour acheter un morceau de pain. Madame Rosalie, la propriétaire aux cheveux gris et au regard perçant, l'observait depuis un moment. « Tu travailles avec les chevaux, non ?» demanda-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier. Amélie acquiesça prudemment, habituée à ce que les questions des Gadge soient rarement bienveillantes. « Ma grand-mère disait que les Romani comprennent les chevaux parce que tous deux connaissent à la persécution. » Continua Rosalie, glissant discrètement un paquet enveloppé dans un torchon propre. « Tiens, prends ça. Pour toi et peut-être pour d'autres qui auraient besoin de force. » Surprise par ce geste inattendu, Amélie découvrit du pain frais et un morceau généreux de fromage de chèvre. Ses yeux s'embuèrent, mais elle les sécha rapidement, remerciant d'un hochement de tête. « Les animaux savent qui a le cœur pur », ajouta Rosalie avant de retourner à ses clients. Ce soir-là, Amélie partagea son festin inattendu, laissant quelques morceaux de pain et de fromage près de la porte d'Étoile Sauvage. Pour la première fois, elle entendit le Mustang s'approcher immédiatement des offrandes, reniflant avec intérêt avant de les accepter. Les jours se transformèrent en semaines. Chaque nuit, Amélie retournait fidèlement auprès d'Étoile Sauvage, réduisant graduellement la distance entre eux. Pendant la journée, elle travaillait dans d'autres écuries de la région, observant attentivement les techniques des palefreniers, mais notant surtout leurs erreurs. La précipitation, l'impatience, l'incompréhension des besoins profonds des animaux. Un réseau silencieux de soutien se formait autour d'elle, comme si le village lui-même compensait les années d'ostracisme. Le boulanger oubliait régulièrement un pain près du puits où Amélie venait chercher de l'eau à l'aube. Un vieux paysan laissait des pommes trop mûres dans un panier sur son chemin. Une vannière déposa une couverture de laine près du cellier abandonné où tous savaient qu'Amélie dormait. Personne ne mentionnait explicitement le Mustang condamné, mais tous semblaient comprendre. Les secrets voyagent vite dans les petites communautés provençales, surtout quand ils concernent un acte de compassion. Durant la 4e semaine de ses visites nocturnes, Amélie décida de franchir une nouvelle étape. Elle avait observé que le Mustang ne reculait plus à son approche, mais maintenait une distance prudente, comme un pacte tacite entre eux. Cette nuit-là, elle apporta une poignée de lavande fraîchement cueillie. Assise à 1 mètre de la porte entr'ouverte, elle tendit lentement sa main ouverte avec les fleurs parfumées. Sa position était inconfortable, son bras commençant à trembler après quelques minutes, mais elle resta parfaitement immobile. 10 minutes passèrent, puis 15. La sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur du soir. Au moment où elle pensait abandonner, un mouvement attira son attention. Étoile Sauvage s'était approchée silencieusement. Son corps puissant tremblait légèrement, partagé entre méfiance instinctive et curiosité. Ses naseaux frémissaient, captant l'odeur apaisante de la lavande et celle, désormais familière, d'Amélie. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il étendit son museau et préleva doucement les fleurs de sa paume, son souffle chaud caressant la peau de la jeune femme. « Tu apprends à faire confiance à nouveau », murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage basané. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance profonde pour ce moment de grâce partagé entre 2 êtres brisés. Cette nuit-là, en retournant à son abri, Amélie sentit que quelque chose avait fondamentalement changé. Ce n'était plus seulement elle qui aidait un animal traumatisé. Ils se guérissaient mutuellement. Le lendemain matin, le haras Beaumont bourdonnait d'une activité inhabituelle. Des voitures luxueuses se garaient dans la cour principale. Des hommes en tenue d'équitation coûteuse discutaient avec animation. Amélie, qui ramassait des herbes le long du mur extérieur, tendit l'oreille. « Beaumont a fait venir Claude Renoir de Paris », expliquait un palefrenier à son collègue. « Le meilleur dompteur de France, paraît-il. Une dernière tentative avant l'abattoir. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle connaissait la réputation de Renoir, ses méthodes brutales cachées derrière un vernis de sophistication parisienne, sa philosophie de briser l'esprit pour façonner l'animal. Elle s'éloigna rapidement, l'esprit en ébullition. Elle devait voir Étoile Sauvage ce soir, le préparer d'une certaine façon à l'épreuve qui l'attendait. Les tratieurs qui avaient côtoyé le Mustang ces dernières semaines échangeaient des regards perplexes. Quelque chose avait changé chez l'animal. Il semblait moins agité le matin, comme apaisé par une présence nocturne invisible.
On dirait qu'il attend quelque chose. Ou quelqu'un, murmura un jeune palefrenier, observant Étoile Sauvage qui, pour la première fois, mangeait calmement le foin qu'on lui avait servi. « Ne dis pas de bêtises, » répondit son supérieur. « C'est juste qu'il s'épuise à force de se débattre. Il n'y a qu'une façon de traiter les animaux sauvages, et ce n'est certainement pas avec des chuchotements et des caresses. » Ce soir-là, quand la voiture de Claude Renoir quitta enfin la propriété et que les lumières du haras s'éteignirent une à une, Amélie se glissa comme une ombre par son passage secret. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Le temps pressait désormais, et chaque visite pourrait être la dernière. Au matin, l'illustre dompteur parisien ferait sa démonstration et le destin d'Étoile Sauvage serait scellé. Mais cette nuit appartenait encore à leur lien fragile, à cette confiance délicate qui s'était tissée fil après fil, comme une toile d'araignée scintillante sous la rosée, invisible pour certains, mais d'une force surprenante pour qui savait la voir. Le lendemain matin, le haras Beaumont accueillait l'arrivée de Claude Renoir, célèbre enchanteur de chevaux de Paris, venu pour une dernière tentative avec le Mustang avant l'abattage programmé. Mais les palefreniers remarquaient, déconcertés, qu'Étoile Sauvage semblait étrangement calme au lever du jour, comme s'il recevait les visites nocturnes d'un esprit bienveillant que personne d'autre ne pouvait voir. L'aube se levait sur le haras Beaumont, baignant les écuries d'une lumière dorée qui contrastait avec l'atmosphère tendue qui régnait ce matin-là. Claude Renoir, le célèbre dompteur parisien, descendit de sa Bentley noire avec l'assurance d'un homme habitué aux hommages. Vêtu d'une tenue d'équitation impeccable, il portait sous le bras une cravache en cuir tressé et un licol renforcé qui annonçait sa méthode de travail. Gérard Beaumont l'accueillit avec déférence, une main posée sur son épaule comme pour s'approprier déjà le succès qu'il anticipait. « Mon cher Claude, je suis ravi que vous ayez pu vous libérer. Ce Mustang nous a coûté une fortune, et j'avoue avoir presque perdu espoir. » Renoir sourit avec condescendance. « Les chevaux sont comme les femmes, Gérard. Ils cèdent tous à celui qui sait s'imposer avec la bonne intensité. » Les palefreniers s'étaient rassemblés, curieux de voir le maître à l'œuvre. Parmi eux, Pierre, un jeune apprenti de 17 ans, observait tout avec des yeux écarquillés. Amélie, qui avait trouvé un prétexte pour travailler dans une écurie voisine ce jour-là, se tenait à distance, dissimulée derrière un muret couvert de glycine. Son cœur battait douloureusement contre ses côtes. Lefebvre ouvrit la marche vers l'écurie 8, annonçant à Renoir « L'animal est particulièrement agité le matin, monsieur. Peut-être voudriez-vous l'observer avant d'entrer ?» Renoir balaya l'avertissement d'un geste impatient. « Je n'ai pas fait 3 heures de route pour regarder un cheval à travers une porte. Ouvrez. » À la surprise générale, lorsque la porte s'ouvrit, Étoile Sauvage ne se rua pas immédiatement contre les barreaux. Il se tenait au fond de sa stalle, les oreilles dressées, attentif, mais moins frénétique que d'habitude. « Étrange, » murmura Lefebvre. « D'habitude, il charge dès qu'on approche. Il sent l'autorité, » déclara Renoir en déployant son matériel sur une table. Les animaux reconnaissent instinctivement qui est le maître. Amélie serra les poings jusqu'à sentir ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Elle savait que la relative tranquillité d'Étoile Sauvage venait de leur rencontre nocturne, de cette confiance fragile qu'ils avaient commencé à tisser ensemble. Renoir étala ses instruments. Cordes, mors spéciaux, entraves de cuir renforcées. Puis il expliqua sa philosophie aux spectateurs admiratifs. D'abord, nous brisons l'esprit, ensuite nous façonnons l'animal. C'est la seule méthode qui fonctionne avec les bêtes véritablement sauvages. Il enfila des gants renforcés et s'approcha de la stalle, cravache à la main. Regardez bien, messieurs, un cheval comprend 2 langages, la douleur et la soumission. Dès que Renoir franchit le seuil de la stalle, l'attitude d'Étoile Sauvage changea radicalement. Le Mustang reconnut immédiatement la posture menaçante, si différente de la présence calme d'Amélie. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne, ses yeux s'injectèrent de terreur et de rage. Renoir avança malgré tout, le regard fixe, brandissant sa cravache. Le premier qui baisse les yeux établit la hiérarchie, expliqua-t-il par-dessus son épaule. Ce qui suivit se déroula en quelques secondes. Alors que le dompteur tentait de passer une corde autour de l'encolure du Mustang,
Étoile sauvage se cabra brutalement. Ses sabots avant fendirent l'air avec la précision d'un escrimeur, frôlant le visage de Renoir qui recula instinctivement. « Tenez-vous prêt avec le tranquillisant !» cria Beaumont aux vétérinaires en attente. Mais Renoir, piqué dans son orgueil, refusa d'abandonner. « Pas question, je n'ai jamais échoué et ce n'est pas un canasson américain qui entachera ma réputation. » Il revint à la charge, cette fois avec une longe et une selle légère. « Je vais lui montrer qui commande », gronda-t-il. Dans un mouvement aussi rapide qu'imprévisible, il lança la selle sur le dos d'Étoile sauvage. L'effet fut catastrophique. Le Mustang, associant cet objet au pire moment de sa capture, explosa littéralement. Il bondit contre les parois, se cabra à une hauteur impossible et, dans sa panique, projeta Renoir contre la porte de la stalle. Un craquement sinistre retentit, celui d'un os qui se brise. Le dompteur s'effondra, le visage tordu de douleur, sa jambe formant un angle impossible. « Ma jambe! Cette bête du diable m'a brisé la jambe !» hurla-t-il tandis que les palefreniers se précipitaient pour le tirer hors de la stalle. Beaumont, le visage empourpré de colère et d'humiliation, ordonna immédiatement « Appelez une ambulance !» et Lefebvre contactez l'abattoir. Nous n'attendrons pas la semaine prochaine. Cet animal est un cas désespéré. Cet animal est un danger pour tous, criait Renoir pendant qu'on l'emmenait. Abattez-le immédiatement. Cachée derrière son muret, Amélie sentit son sang se glacer. Le peu de temps qu'elle pensait avoir venait de s'évaporer. Elle devait agir cette nuit même. Mais comment? Que pouvait-elle faire contre la décision d'un homme aussi puissant que Beaumont? L'après-midi même, de lourds nuages s'amoncelèrent au-dessus de la Provence, annonçant un de ces orages méditerranéens aussi violents que soudains. Le vent se leva, agitant les oliviers comme des danseurs frénétiques. Amélie attendit, le cœur lourd, que la nuit tombe. La tempête qui approchait semblait refléter sa propre tourmente intérieure. Étoile sauvage n'avait jamais connu les orages méditerranéens, lui qui avait grandi dans les plaines désertiques américaines. Comment réagirait-il? Quand les premières gouttes commencèrent à marteler les toits de Saint-Étienne-du-Grès, elle quitta son abri, s'enveloppant dans un châle imperméabilisé à la cire d'abeille. Le chemin vers le haras fut plus difficile que jamais, la pluie transformant les sentiers en ruisseaux boueux, les éclairs zébrant le ciel d'une lumière blafarde et menaçante. À son arrivée près de l'écurie 8, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Des hennissements de pure terreur s'échappaient du bâtiment, accompagnés de coups violents contre les parois. Tous les chevaux du haras étaient agités par l'orage, mais les sons provenant de l'écurie isolée dépassaient la simple nervosité. C'était la panique absolue. Amélie s'approcha rapidement de la porte, trempée jusqu'aux os. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Étoile sauvage tournait frénétiquement dans sa stalle, se jetant contre les murs avec une violence autodestructrice. Du sang commençait à perler sur son épaule, là où il s'était blessé contre un crochet métallique. Un éclair particulièrement violent illumina la scène, suivi presque immédiatement d'un tonnerre assourdissant qui semblait fendre le ciel en deux. Le Mustang se cabra si haut que sa tête heurta presque le plafond, ses yeux révulsés de terreur pure. Sans réfléchir davantage, Amélie prit la décision la plus risquée de sa vie. Elle déverrouilla la porte de la stalle et y pénétra, refermant derrière elle. À l'intérieur, l'odeur de la peur était suffocante, une odeur âcre de sueur équine et de sang frais. Au lieu de tenter de saisir le Mustang ou de le contraindre d'une quelconque façon, Amélie se dirigea calmement vers le coin le plus éloigné et s'assit sur la paille, adossée au mur. Étoile sauvage ne sembla pas immédiatement remarquer sa présence, trop absorbée par sa panique. Amélie commença à chanter doucement, la même mélodie que lors de leur première rencontre. Sa voix, à peine audible au début, s'éleva progressivement au-dessus du vacarme de la tempête. O divesa kai o shonuta firel, o sherhayi sikavel o drom. Pendant de longues minutes, rien ne changea. Le Mustang continuait de tourner, de frapper, de hennir. Amélie ne bougea pas, maintenant un rythme régulier dans son chant, sa voix devenant un phare stable dans la tempête émotionnelle qui agitait l'animal. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose commença à changer. Les cercles frénétiques d'étoiles sauvages s'élargirent, incluant le coin où Amélie était assise. Il commença à la regarder entre deux courses paniquées,
comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Un éclair particulièrement violent secoua le bâtiment, suivi d'un coup de tonnerre qui semblait ébranler les fondations mêmes de l'écurie. Amélie ferma instinctivement les yeux, s'attendant presque à ce que le Mustang terrorisé l'écrase dans sa panique. Au lieu de cela, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Étoile Sauvage s'immobilisa brusquement au milieu de la stalle, tremblant de tous ses membres, puis, comme attirée par une force invisible, s'approcha lentement d'Amélie. Elle continua de chanter, les yeux mi-clos, offrant à l'animal l'espace de décider. Avec une délicatesse surprenante pour une créature de cette puissance, le Mustang s'allongea près d'elle, assez proche pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps massif, mais sans la toucher. Pendant 1 heure entière, ils restèrent ainsi, tandis que la tempête se déchaînait à l'extérieur. Progressivement, la respiration d'Étoile Sauvage se calma, synchronisant son rythme avec celui de la jeune femme. Lorsqu'un nouveau coup de tonnerre retentit, il tressaillit, mais ne se releva pas. « Tu vois » murmura Amélie en glissant doucement de sa mélodie à des paroles. « Nous avons tous peur parfois. La différence est que certains d'entre nous ont quelqu'un à leur côté quand l'orage gronde. » Elle ne sut pas exactement quand elle s'endormit, épuisée par l'intensité émotionnelle et physique de la soirée. Son corps finit par s'affaisser légèrement, son dos s'appuyant contre le flanc chaud du Mustang qui, étonnamment, accepta ce contact. L'aube les trouva ainsi, la jeune femme Romani endormie contre l'animal prétendument indomptable, leur respiration parfaitement synchronisée, une image de paix au milieu du chaos laissé par la tempête. La lumière matinale filtrait à travers les planches disjointes du toit, créant des rayons dorés qui semblaient bénir cette alliance improbable. Ce fut le jeune Pierre, envoyé tôt pour vérifier l'état des chevaux après l'orage, qui découvrit cette scène. Il s'immobilisa à l'entrée de l'écurie, sa bouche s'ouvrant en un « oh » parfait de stupéfaction. Amélie s'éveilla lentement, clignant des yeux dans la lumière matinale. Elle réalisa immédiatement où elle était et, plus important encore, contre qui elle était appuyée. Étoile Sauvage était éveillée mais parfaitement calme, sa tête tournée pour observer la jeune femme avec ce qui ressemblait presque à de la tendresse. Pierre restait figé, incapable de croire ce qu'il voyait. « Impossible », murmura-t-il, avant de faire volte-face et de courir vers les bâtiments principaux, ses bottes éclaboussant les flaques laissées par l'orage nocturne. Dans le bureau adjacent aux écuries principales, Lefebvre décrochait déjà le téléphone. La voix de Beaumont résonnait, tranchante comme un couperet. « Préparez tout. L'abattage sera demain, pas la semaine prochaine. Je ne veux plus de complications avec cet animal maudit. » Le temps pour Amélie et Étoile Sauvage s'épuisait rapidement. La nouvelle de la gitane et son cheval sauvage se répandit comme une traînée de poudre dans Saint-Étienne-du-Grès. Pierre, incapable de garder pour lui ce qu'il avait vu, raconta à qui voulait l'entendre comment il avait trouvé la jeune Romani endormie contre le flanc du Mustang que tous craignaient. Elle était là, contre lui, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, expliquait-il aux palefreniers rassemblés autour des écuries. Et le cheval la regardait presque, tendrement. Les réactions étaient mitigées. Certains hochèrent la tête avec scepticisme, d'autres échangeaient des regards entendus. Une vieille tradition provençale ne disait-elle pas que les gitans possédaient des secrets avec les chevaux que nul autre ne pouvait comprendre? « Baliverne, trancha un palefrenier plus âgé. Cette bête est dangereuse. Si cette fille s'en est approchée, c'est qu'elle a eu de la chance, rien de plus. » Mais d'autres n'étaient pas convaincus. Le mystère de cette connexion improbable résonnait avec quelque chose de plus profond dans l'âme provençale, un respect ancestral pour ces choses qui échappent à l'explication rationnelle. La nouvelle atteignit rapidement Beaumont dans sa luxueuse villa d'Arles. Son visage s'empourpra tandis que Lefebvre lui relatait par téléphone ce que Pierre avait découvert. « Une gitane s'introduit dans ma propriété et dompte l'animal que mes spécialistes ont déclaré impossible à maîtriser. » Sa voix montait dangereusement. « C'est inadmissible. Une humiliation. Appelez immédiatement la gendarmerie. » Pour Beaumont, ce n'était plus une simple question de propriété violée. C'était son orgueil, son autorité même qui était remise en question. Comment une vagabonde sans éducation pouvait-elle réussir là où les meilleurs experts avaient échoué?
L'idée même ébranlait les fondements de sa vision hiérarchique du monde. Cet après-midi-là, Amélie se trouvait au marché coloré de Les Baux-de-Provence. Elle avait besoin d'herbes fraîches pour les blessures qu'Étoile Sauvage s'était infligées pendant l'orage. Dans sa poche, quelques pièces soigneusement comptées, le fruit d'une matinée de travail dans une écurie voisine. Elle ne remarqua pas immédiatement les 2 gendarmes qui se frayaient un chemin parmi les étals. Les villageois, eux, les observaient avec une curiosité non dissimulée. Les uniformes bleu foncé détonnaient dans ce tableau de couleurs vives et d'odeurs épicées. « Mademoiselle Ducourt ?» La voix officielle brisa sa concentration alors qu'elle examinait un bouquet de calendula. Amélie se figea, son corps entier se tendant comme celui d'un animal sauvage sentant le danger. Elle connaissait trop bien ce ton, celui de l'autorité qui s'abat sur ceux qu'elle considère inférieurs. Veuillez nous suivre au poste de Saint-Rémy pour interrogatoire concernant des accusations d'intrusion et de tentative de vol. Vol ? Le mot s'échappa de ses lèvres avant qu'elle puisse le retenir. Je n'ai rien volé. Le Mustang de M. Beaumont est une propriété évaluée à plusieurs dizaines de milliers d'euros, répondit sèchement le gendarme plus âgé. Toute tentative de manipulation non autorisée peut être considérée comme une tentative d'appropriation. Autour d'eux, le marché était devenu étrangement silencieux. Les vendeurs et clients observèrent la scène, visage tendu d'une désapprobation qui n'était pas dirigée vers la jeune femme, mais vers cette justice à 2 vitesses dont ils étaient témoins. Madame Rosalie, venue au marché pour ses achats, s'avança légèrement. « Cette petite soigne les animaux, elle ne les vole pas, dit-elle d'une voix forte, mais les gendarmes l'ignorèrent. Amélie ne résista pas. À quoi bon ? Elle suivit les officiers jusqu'à leur véhicule, sentant les regards peser sur son dos. Certains sympathiques, d'autres simplement curieux. Aucun hostile. C'était nouveau pour elle, cette absence de mépris ouvert. Pendant ce temps, au haras Beaumont, l'atmosphère était électrique. Sous les ordres directs du propriétaire, Lefebvre supervisait le chargement d'Étoile Sauvage dans un van pour son transport vers l'abattoir de Marseille. « Faites-le aujourd'hui, pas demain », avait insisté Beaumont au téléphone. Il est devenu un symbole de défi. Si cette gitane a réussi quelques tours avec lui, raison de plus pour l'éliminer rapidement. Mais Étoile Sauvage n'était plus le même animal. Quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Après une nuit entière passée avec Amélie, après avoir senti sa présence calme et constante pendant l'orage qui l'avait terrorisé, le Mustang avait goûté à quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, la sécurité. Maintenant, il sentait son absence. Plus importante encore, il percevait l'intention des hommes qui approchaient avec des cordes et des entraves. L'odeur de leur peur et de leur détermination réveilla tous ses instincts. Quand la porte de sa stalle s'ouvrit, les palefreniers s'attendaient à devoir lutter contre un animal agressif. Ce qu'ils ne prévoyaient pas, c'était la ruse. Étoile Sauvage recula d'abord, semblant se soumettre. Puis, alors qu'ils relâchèrent leur vigilance, il bondit en avant avec une puissance explosive. Un palefrenier tomba à la renverse. Un autre lâcha sa longe. Dans un mouvement que personne n'aurait cru possible pour un animal de cette taille dans un espace si confiné, le Mustang sauta littéralement par-dessus les hommes, ses sabots ne touchant aucun d'eux, comme s'il avait délibérément évité de les blesser. « Arrêtez-le » hurla Lefebvre, mais c'était trop tard. Étoile Sauvage galopait déjà à travers les champs d'oliviers, sa crinière noire flottant comme un étendard de liberté, ses sabots martelant la terre provençale avec une détermination qui défiait toute capture. À la gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence, Amélie était assise face au capitaine Laurent, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par les années de service, mais dont les yeux conservaient une lueur d'humanité que l'institution n'avait pas entièrement éteinte. « Mademoiselle Ducourt, comprenez-vous que vous avez pénétré dans une propriété privée à plusieurs reprises ?» demandait-il formellement, un dossier ouvert devant lui. Amélie le regarda droit dans les yeux, avec cette dignité tranquille qui était son héritage le plus précieux. « Je comprends que j'ai sauvé une vie que d'autres considéraient sans valeur, » répondit-elle simplement. Laurent l'observa attentivement. Quelque chose dans cette jeune femme le troublait, non pas son apparence exotique ou son statut marginal, mais cette assurance tranquille, cette absence totale de la peur ou de la déférence qu'il était habitué à voir chez les personnes interrogées. « Monsieur Beaumont est un homme influent dans la région, » expliqua-t-il. « Ces accusations pourraient vous valoir. »
Un bruit soudain l'interrompit. Le martèlement puissant de sabots sur le pavé devant la gendarmerie, suivi d'un hennissement désespéré qui résonna comme un appel. Tous les regards se tournèrent vers les fenêtres. Là, dans la cour du commissariat, se tenait Étoile Sauvage. Son pelage doré luisait sous le soleil de l'après-midi, des écumes de sueur témoignant de sa course effrénée. Il hennit à nouveau, frappant le sol de son sabot avant. « Mon Dieu !» murmura un jeune gendarme. « C'est le Mustang de Beaumont. Comment a-t-il »« Il me cherche !» dit Amélie, une émotion profonde vibrant dans sa voix. Deux gendarmes sortirent pour tenter d'approcher l'animal, mais Étoile Sauvage recula immédiatement, hennissant avec plus d'insistance encore, comme s'il essayait désespérément de communiquer quelque chose. « Il essaie de nous dire quelque chose », murmura Amélie, observant par la fenêtre. « S'il vous plaît, laissez-moi aller vers lui. » Le capitaine Laurent hésita. Toute sa formation, toutes les procédures lui dictaient de maintenir la suspecte en détention. Mais quelque chose dans cette situation défiait les protocoles standards. En 27 ans de service, il n'avait jamais vu un cheval venir réclamer un humain au commissariat. C'est contraire à toutes les procédures, marmonna-t-il. Puis il fit un geste vers la porte. « Allez-y, mais nous vous accompagnons. » Quand Amélie sortit dans la cour, Étoile Sauvage se calma instantanément. Le Mustang s'approcha d'elle, baissant sa tête massive au niveau de son épaule dans un geste de reconnaissance qui stupéfia les gendarmes présents. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle doucement, caressant l'encolure puissante du cheval. « Il veut nous montrer quelque chose. » Le capitaine Laurent observait cette scène avec fascination. Toute sa vie, il avait cru aux faits, aux preuves, aux procédures. Mais il était aussi un enfant de la Provence, élevé avec des histoires de connexions mystérieuses entre certaines personnes et le monde naturel. Sa grand-mère ne lui avait-elle pas raconté comment les gitans pouvaient parler aux chevaux dans une langue plus ancienne que les mots? Suivant une intuition qui défiait sa formation, Laurent prit une décision extraordinaire. « Duval, Moreau, ordonna-t-il à deux de ses hommes, prenez un véhicule et suivez mademoiselle Ducourt et ce cheval. Je viens avec vous. »« Mais capitaine, » protesta Duval, « la procédure... » « La procédure n'a pas prévu qu'un Mustang américain viendrait chercher quelqu'un au commissariat, » trancha Laurent. « Parfois, il faut faire confiance à son instinct. » Sans attendre d'autorisation formelle, Amélie monta sur le dos d'Étoile Sauvage, s'accrochant à sa crinière noire. Le contraste était saisissant. Cette jeune femme mince en vêtements usés, assise sans selle ni bride sur ce puissant animal que des experts n'avaient pu approcher. Dès qu'elle fut installée, le Mustang partit au galop, prenant naturellement la direction des marais de Camargue. La voiture de police suivait à distance, les gendarmes échangeant des regards incrédules, tandis que la silhouette d'Amélie et d'Étoile Sauvage se découpait contre le ciel provençal. « Suivez ce cheval !» ordonna le capitaine Laurent à ses subordonnés perplexes, ignorant le protocole tandis qu'il observait Amélie et Étoile Sauvage galopant en parfaite synchronisation à travers les champs de lavande. Quelque chose dans son instinct de policier lui disait que ceci n'était pas simplement une affaire d'intrusion dans une propriété, mais le début d'une révélation bien plus profonde. Le Mustang galopait comme si sa vie en dépendait, ses sabots martelant le sol provençal avec une détermination farouche. Amélie, penchée sur son encolure, lui murmurait des encouragements en romani, tandis que la voiture de police tentait de suivre leur trajectoire à travers champs. Le capitaine Laurent, stupéfait par la vitesse et la grâce de l'animal, ne quittait pas des yeux cette silhouette improbable, une jeune gitane sans selle ni bride, fusionnée avec la créature que tous croyaient indomptable. « Il sait exactement où il va », murmura Amélie, sentant sous elle les muscles puissants qui semblaient animés d'une mission précise. Les paysages défilaient dans une succession hypnotique, champs de lavande aux teintes violacées, oliveraies séculaires, puis, progressivement, les terres s'abaissant vers les zones humides de Camargue. L'horizon s'élargissait, révélant ces étendues sauvages où les chevaux blancs évoluaient en liberté depuis des siècles. La voiture de police s'arrêta au bord d'un chemin devenu impraticable. Les trois gendarmes descendirent, observant le Mustang qui ralentissait enfin, s'arrêtant parfois pour humer l'air comme s'il suivait une piste invisible. « Qu'est-ce qu'il cherche ?» demanda le jeune gendarme Moreau, essuyant la sueur qui perlait sur son front. « Je l'ignore », répondit Laurent.
mais nous allons le découvrir. Étoile Sauvage s'engagea dans une zone particulièrement marécageuse, ses sabots s'enfonçant légèrement dans le sol spongieux. Il s'arrêtait occasionnellement, reniflant l'air avec insistance, ses oreilles pivotant dans toutes les directions comme des radars ultrasensibles. « Il perçoit quelque chose que nous ne pouvons pas sentir », expliqua Amélie aux policiers qui suivaient avec difficulté. Les chevaux peuvent détecter des odeurs à des kilomètres, surtout celles associées à la peur ou à la détresse. Plus ils avançaient dans les marais, plus la végétation devenait dense. Roseaux immenses, tamaris aux fleurs roses, salicornes rougeoyantes. Cette partie de la Camargue était rarement fréquentée, même par les gardiens qui surveillaient les troupeaux de taureaux et de chevaux. Soudain, Étoile Sauvage s'immobilisa complètement, ses muscles tendus comme des cordes d'acier sous la peau dorée. Ses naseaux frémissaient frénétiquement, captant une information qui semblait le troubler profondément. Il hennit doucement, presque un gémissement. « Il y a quelque chose là-bas », chuchota Amélie, indiquant une masse sombre à peine visible entre les roseaux, une structure basse, délabrée, qui se fondait presque parfaitement dans le paysage marécageux. Le capitaine Laurent fit signe à ses hommes de se déployer prudemment. Ils progressèrent en silence, s'enfonçant dans la végétation humide. À mesure qu'ils approchaient, les contours d'une cabane apparaissaient, une construction rudimentaire faite de planches récupérées et de tôles rouillées. Étoile Sauvage s'arrêta à quelques mètres de la structure, frappant nerveusement le sol de son sabot avant et hennissant avec insistance vers la cabane, comme s'il appelait quelqu'un à l'intérieur. « Restez ici », ordonna Laurent à Amélie, dégainant son arme de service. « Duval, avec moi. Moreau, couvre l'arrière. » Les deux gendarmes s'approchèrent silencieusement de la porte vermoulue. Un cadenas rouillé mais solide la maintenait fermée de l'extérieur. Laurent échangea un regard avec son collègue. Pourquoi verrouiller une porte depuis l'extérieur dans un lieu aussi isolé? D'un geste vif, il brisa le cadenas avec la crosse de son arme. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, libérant une odeur nauséabonde d'humidité, de moisissure et de quelque chose de plus troublant, l'odeur âcre de la peur humaine. « Nom de Dieu !» souffla Laurent, tandis que ses yeux s'adaptaient à la pénombre. Dans un coin de la cabane sordide, 3 enfants étaient recroquevillés sur des paillasses crasseuses. 2 garçons et une fille, âgés d'environ 8 à 12 ans, les cheveux emmêlés, les vêtements sales, les yeux écarquillés de terreur. Leurs poignets portèrent des marques de cordes. Leurs chevilles étaient entravées par des chaînes rudimentaires fixées au mur. « Police nationale », annonça doucement Laurent, rangeant son arme pour ne pas les effrayer davantage. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Les enfants ne réagirent pas, comme figés par l'habitude de la peur. Le plus jeune, un petit garçon aux grands yeux noirs, tremblait visiblement. « Ils ne comprennent peut-être pas le français », suggéra Duval. « Ils ressemblent à des migrants. » Amélie, qui avait désobéi à l'ordre de rester en arrière, apparut dans l'encadrement de la porte. À la vue des enfants enchaînés, elle porta une main à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. Puis, lentement, elle s'agenouilla à distance respectueuse. « Sarsi tutanav » demanda-t-elle doucement en romani. Puis, voyant leur incompréhension, elle essaya en espagnol. « Como te llama » puis en arabe dialectal. La petite fille réagit au 3e essai, murmurant quelques mots dans un dialecte nord-africain. Elle dit qu'ils viennent du Maroc, traduisit approximativement Amélie. Ils ont été amenés ici pour travailler dans les marais salants. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Pendant que Duval appelait des renforts et une ambulance, Laurent commença à explorer méthodiquement la cabane. Dans une malle verrouillée, il découvrit des documents administratifs, des reçus et, plus troublant encore, des registres détaillant des livraisons de marchandises avec des codes numériques. Société maritime méditerranéenne, lut-il sur un en-tête. N'est-ce pas une des filiales de Beaumont? Amélie, qui réconfortait les enfants avec de l'eau et des biscuits tirés du sac d'un gendarme, hocha lentement la tête. « Je les ai vus », dit-elle, sa voix à peine audible. Une nuit, en revenant de voir Étoile Sauvage. Une camionnette blanche s'est arrêtée près des marais. J'ai entendu des pleurs d'enfants, mais j'ai cru que c'était mon imagination. Elle leva les yeux vers Laurent, une compréhension nouvelle illuminant son regard. C'est pour ça qu'Étoile Sauvage était si agitée certaines nuits.
Il les entendait. Il sentait leur peur, comme il a senti la mienne. À l'extérieur, le Mustang s'était approché de l'entrée de la cabane. Contrairement à toute attente, lorsque le premier enfant fut porté dehors par Moreau, l'animal ne montra aucun signe d'agitation. Au contraire, il baissa sa tête imposante, ses naseaux frémissant doucement comme pour reconnaître l'odeur de ces petits êtres dont il avait perçu la détresse. « Comment a-t-il su » murmura Duval, observant ce comportement extraordinaire. « Les animaux perçoivent ce que nous préférons ignorer », répondit simplement Amélie. En moins d'une heure, les marais de Camargue s'animèrent d'une activité frénétique. Hélicoptères, véhicules tout-terrain, ambulances, les forces de l'ordre convergeaient vers cette cabane isolée qui, selon les premiers éléments, n'était qu'un maillon d'un réseau bien plus vaste. Les enfants, examinés par des médecins sur place, montraient des signes de malnutrition et d'épuisement, mais pas de blessures graves. Ils commençaient à s'ouvrir, surtout à Amélie, qui parlait doucement dans un mélange de langues et de gestes universels de réconfort. Plus surprenant encore, les enfants ne montraient aucune crainte envers Étoile Sauvage. Au contraire, la plus jeune tendit même une main timide vers le museau du Mustang, lorsqu'Amélie l'approcha doucement. « Comment est-ce possible ?» demanda une infirmière, observant cette scène improbable. « Ce cheval n'était-il pas considéré comme dangereux ?»« Il reconnaît la souffrance, » expliqua Amélie, « et sait distinguer ceux qui l'infligent de ceux qui la subissent. » Les premiers journalistes arrivèrent déjà, attirés par les rumeurs d'une découverte majeure. Leurs caméras capturèrent des images saisissantes. 3 enfants secourus, blottis contre Amélie, le majestueux Mustang doré montant la garde à leur côté comme un protecteur ancestral. « Mademoiselle Ducourt » appela Laurent après un long entretien téléphonique. Les documents trouvés ici confirment des liens directs avec les entreprises de Beaumont. Une opération est en cours à son domicile et dans ses bureaux d'Arles. Il hésita un instant avant d'ajouter « Il semblerait que nous ayons découvert bien plus qu'un cas isolé de travail forcé. C'est tout un réseau de trafic d'êtres humains qui commence à se dessiner. » Une jeune journaliste s'approcha timidement d'Amélie, micro en main. « Comment avez-vous su où chercher ces enfants ?» demanda-t-elle, tandis que son caméraman capturait l'image puissante d'Amélie debout, aux côtés d'Étoile Sauvage, les 3 enfants serrés contre elle. Amélie caressa doucement l'encolure du Mustang avant de répondre. « Ce n'est pas moi qui ai su, » dit-elle avec une simplicité désarmante. « C'est nous. Quand on est traité comme un sauvage assez longtemps, on apprend à reconnaître ceux qui subissent le même sort. » Le soleil commençait à décliner sur les marais de Camargue, teintant le ciel de pourpre et d'or. Dans cette lumière dramatique, l'image d'Amélie et d'Étoile Sauvage veillant sur les enfants rescapés semblait tout droit sortie d'une légende provençale, un symbole puissant de ce que peuvent accomplir 2 âmes brisées lorsqu'elles unissent leurs forces. À des kilomètres de là, dans sa somptueuse propriété d'Arles, Gérard Beaumont observait avec horreur les hélicoptères de police qui survolaient son domaine. Son téléphone sonna, son avocat, sans doute. Mais ce fut la voix de son chef de sécurité qui résonna, tremblante d'incrédulité. « Monsieur, ils ont trouvé la cabane, et c'est le Mustang qui les y a conduits. » Beaumont laissa tomber son verre de cognac, qui se brisa en 1000 éclats sur le marbre immaculé. À cet instant précis, il comprit que sa chute n'avait pas été orchestrée par des autorités ou des rivaux, mais par une gitane sans abri et un cheval qu'il avait prévu d'abattre. La nouvelle du sauvetage des enfants et de la découverte de la cabane se répandit à travers la Provence comme un feu de garrigue en plein été. Dès le lendemain matin, les journaux locaux affichaient en première page des images saisissantes. Amélie sur le dos d'Étoile Sauvage, les enfants traumatisés blottis contre le Mustang autrefois considéré comme indomptable. La gitane et son Mustang dévoilent un réseau de trafic d'êtres humains, proclamèrent les gros titres, accompagnés de photos qui semblaient tout droit sorties d'un conte provençal. À Saint-Rémy de Provence, le capitaine Laurent observait cette tempête médiatique depuis son bureau encombré de dossiers. Sur son écran d'ordinateur défilaient les chaînes d'information nationales qui avaient toutes repris l'histoire extraordinaire. Des journalistes venus de Marseille, Montpellier et même Paris convergeaient vers ce petit coin de Provence, transformant l'affaire locale en sensation nationale. Une gitane marginalisée et un cheval sauvage réussissent là où nos services ont échoué pendant des mois,
commenta-t-il à sa collègue, le lieutenant Moreau. On pourrait presque en rire si ce n'était pas aussi embarrassant pour nous. Pendant ce temps, dans sa cellule de la maison d'arrêt de Marseille, Gérard Beaumont assistait impuissant à sa propre chute. L'opération policière, diffusée en direct sur les chaînes d'information, avait montré l'entrepreneur influent sortant menotté de sa villa, tentant vainement de dissimuler son visage aux caméras. Les perquisitions dans ses propriétés avaient révélé bien plus que le trafic d'enfants. Documents de contrebande de chevaux, preuves de corruption d'élus locaux, comptes offshore alimentés par des activités illicites. Comment est-ce possible ? Ne cessait-il de murmurer à son avocat visiblement dépassé. Comment une vagabonde et un cheval ont-ils pu détruire 20 ans d'organisation ? L'avocat n'avait pas de réponse satisfaisante. Comment expliquer l'inexplicable, ce lien mystérieux entre une jeune Romani et un Mustang américain qui avait conduit au démantèlement d'un réseau criminel que les autorités peinaient à identifier ? Loin de cette agitation médiatique, Amélie avait trouvé refuge dans les plaines sauvages de Camargue. Assise sous un tamari dont les branches roses se balançaient doucement dans la brise marine, elle observait Étoile Sauvage qui paissait tranquillement à quelques mètres. Pour la première fois depuis leur rencontre, le Mustang semblait véritablement détendu, comme si la mission accomplie avait libéré quelque chose en lui. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en romani. « Tu sentais leur présence, leur peur, comme tu as senti la mienne. » Le Mustang releva la tête, ses oreilles pivotant vers elle avec attention. Depuis le sauvetage des enfants, leur connexion semblait avoir atteint un niveau différent, plus profond, plus instinctif, comme si les barrières entre espèces s'étaient momentanément effacées. Une camionnette approchait lentement sur le chemin poussiéreux, soulevant un nuage ocre dans la lumière dorée de l'après-midi. Amélie reconnut le véhicule du capitaine Laurent. Elle n'avait pas revu l'officier depuis la veille, quand il l'avait discrètement autorisé à quitter les lieux avec Étoile Sauvage, comprenant intuitivement que la jeune femme et le cheval avaient besoin d'espace après l'intensité des événements. Laurent descendit du véhicule, tenant 2 tasses fumantes et un sac en papier qui exhalait une odeur de viennoiserie fraîche. Il s'approcha avec précaution, respectant la distance qu'Étoile Sauvage semblait vouloir maintenir avec les étrangers. « Café » dit-il simplement en tendant une tasse à Amélie. « Et quelques croissants. Vous n'avez probablement pas mangé depuis hier. » Elle accepta avec un hochement de tête reconnaissant, surprise par cette attention inhabituelle de la part d'un représentant de l'autorité. « Les enfants » demanda-t-elle immédiatement. « Ils vont bien, considérant les circonstances. Ils sont à l'hôpital d'Arles. La plus petite, Sophie, demande régulièrement de vos nouvelles. Et du cheval. » ajouta-t-il avec un léger sourire. Laurent s'assit sur une souche, à distance respectueuse. Il observa un moment le Mustang qui avait repris son broutage paisible, levant occasionnellement la tête pour surveiller l'intrus. « Vous avez réussi ce que des années d'enquête n'ont pu accomplir, » admit-il finalement. « Nous suivions Beaumont depuis des mois, suspectant ses activités, mais sans jamais trouver de preuves concrètes. » Amélie but une gorgée de café avant de répondre. « Ce n'est pas moi qui ai réussi, » dit-elle doucement. « C'est nous. Quand on est traité comme un sauvage assez longtemps, on apprend à reconnaître ceux qui subissent le même sort. » Laurent la considéra avec une curiosité nouvelle. Cette jeune femme que la société avait reléguée aux marges possédait une sagesse que bien des diplômés des grandes écoles pourraient envier. « Les journalistes veulent vous parler, » annonça-t-il. Il campe pratiquement devant le commissariat en espérant vous interviewer. Amélie secoua la tête, visiblement mal à l'aise avec cette idée. Je n'ai rien à leur dire. Je n'ai pas fait cela pour la reconnaissance. Peut-être, mais votre histoire pourrait aider d'autres personnes. D'autres animaux aussi, suggéra doucement Laurent. Étoile Sauvage s'était approchée silencieusement pendant leur conversation. Il se tenait maintenant à quelques mètres, observant l'officier avec une curiosité prudente. Laurent resta parfaitement immobile, impressionné par la présence imposante du Mustang. « Il est magnifique », murmura-t-il. Difficile d'imaginer qu'il était considéré comme un cas désespéré il y a encore quelques jours. « Il ne l'a jamais été », répondit Amélie en tendant la main vers l'animal qui approcha son museau pour un contact fugace. Il avait juste besoin que quelqu'un voie au-delà de sa peur. Le lendemain matin,
Après une nuit passée à la Belle Étoile dans les plaines de Camargue, Amélie fut surprise de voir une journaliste s'approcher seule, sans caméra ni équipement imposant. C'était une femme d'une quarantaine d'années au regard doux et attentif. « Je m'appelle Clara Fontaine, du Monde », se présenta-t-elle simplement. « Je ne viens pas pour un scoop sensationnel, mais parce que je crois que votre histoire mérite d'être racontée correctement. » Amélie resta silencieuse, méfiante par habitude. « Les gens ont besoin d'entendre votre récit », poursuivit Clara avec sincérité. « Pas seulement pour l'affaire Beaumont, mais pour ce que vous et ce cheval représentez. Cette possibilité de guérison mutuelle entre des êtres que tout semble séparer. » Quelque chose dans l'approche de cette femme toucha Amélie. Elle n'avait pas cette avidité prédatrice qu'elle avait remarquée chez d'autres journalistes aperçus de loin. « Je ne sais pas quoi dire », admit-elle finalement. « Racontez-moi simplement comment vous avez rencontré Étoile Sauvage », suggéra doucement Clara, sortant un petit carnet mais pas d'enregistreur. Lentement, avec des mots d'abord hésitants puis de plus en plus assurés, Amélie commença à partager son histoire. L'incendie qui avait décimé sa famille, sa vie en marge de la société, sa rencontre avec le Mustang condamné, leur nuit de confiance progressive, l'orage qui avait scellé leur connexion. Clara écoutait attentivement, prenant quelques notes mais surtout absorbant l'émotion authentique qui imprégnait chaque parole d'Amélie. Quand la jeune femme évoqua la discrimination quotidienne, la journaliste ne détourna pas le regard comme tant d'autres l'auraient fait. Les Romani ont toujours été perçus comme des étrangers, peu importe depuis combien de générations nous vivons ici, expliqua Amélie. Les chevaux sauvages subissent le même sort, admirés de loin pour leur liberté, mais persécutés dès qu'ils revendiquent en leur espace. L'interview se transforma en une conversation profonde sur les préjugés, la liberté et cette capacité extraordinaire des êtres blessés à se reconnaître mutuellement. Quand Clara demanda finalement si elle pouvait prendre quelques photos, Amélie accepta à condition qu'Étoile Sauvage soit toujours présentée comme son partenaire, jamais comme sa possession. Les jours suivants virent une transformation remarquable dans la couverture médiatique. L'article de Clara, publié en première page du Monde et rapidement repris internationalement, présentait Amélie non pas comme une curiosité exotique, mais comme une jeune femme dotée d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle et d'une compréhension profonde du trauma, tant humain qu'animal. D'autres journalistes suivirent, adoptant une approche plus respectueuse. Amélie commença à s'exprimer avec plus d'assurance, utilisant cette plateforme inattendue pour parler des injustices systémiques envers les communautés marginalisées et les animaux maltraités. « Les chevaux ne jugent pas qui vous êtes ou d'où vous venez », expliqua-t-elle lors d'une interview télévisée qui atteignit des millions de spectateurs. « Ils répondent uniquement à la vérité qui existe dans votre cœur. » Pendant ce temps, Étoile Sauvage et Amélie continuaient d'explorer librement les plaines de Camargue. Le Mustang semblait redécouvrir une partie de lui-même dans ces espaces ouverts, galopant parfois frénétiquement comme pour exorciser des années de confinement, revenant toujours vers Amélie comme vers un point d'ancrage sécurisant. Un matin particulièrement lumineux, alors qu'ils traversaient ensemble un bras peu profond du Rhône, le capitaine Laurent arriva avec des nouvelles importantes. Le procureur avait officiellement classé le dossier concernant Amélie. Aucune charge d'intrusion ou de vol ne serait retenue contre elle. Plus significatif encore, Laurent avait personnellement plaidé auprès des autorités pour que le Mustang ne soit pas confisqué comme propriété de l'État. Techniquement, ce cheval appartient au domaine public maintenant que les biens de Beaumont sont saisis, expliqua-t-il. Mais j'ai argumenté qu'il serait cruel et contre-productif de vous séparer. Amélie sentit une vague d'émotion la submerger, la reconnaissance inattendue d'un lien que la bureaucratie aurait normalement ignoré. « Merci », dit-elle simplement, incapable d'exprimer pleinement ce que ce geste signifiait pour elle. Ce soir-là, Amélie et Étoile Sauvage galopèrent librement à travers les plaines de Camargue, sous un ciel embrasé par le coucher du soleil. Pour la première fois depuis 3 ans, depuis la nuit où les flammes avaient dévoré sa famille et son passé, Amélie sentit quelque chose s'apaiser en elle, non pas l'oubli de la douleur, mais son intégration dans une nouvelle histoire qui commençait à s'écrire. En arrivant aux terres communales où les Romani campaient traditionnellement lors de leur passage, elle fut surprise de trouver plusieurs habitants de Saint-Étienne-du-Grès qui l'attendaient. Ils avaient apporté des matériaux de construction, des outils, de la nourriture. « Pour vous aider à construire un abri »,
expliqua simplement Madame Rosalie, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'hiver arrive. Vous ne pouvez pas dormir dehors éternellement. Observant ces visages autrefois méfiants, maintenant animés de sollicitude sincère, Amélie réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Ce n'était pas seulement sa perception du monde, mais aussi la façon dont le monde la percevait. Cette nuit-là, contemplant les étoiles depuis l'abri temporaire qu'ils avaient commencé à construire, Amélie murmura à Étoile Sauvage qui se reposait paisiblement à ses côtés. « Peut-être pouvons-nous construire quelque chose ici. Un lieu pour des âmes comme nous. » 3 semaines après le sauvetage, une voiture officielle se gara près du simple abri qu'Amélie avait construit sur les terres communales. En descendit le maire d'Arles, accompagné de représentants du gouvernement régional, portant des documents officiels et une proposition qui pourrait transformer le lien improbable entre une gitane orpheline et un Mustang sauvage en quelque chose qui bénéficierait à de nombreuses autres âmes brisées. La voiture officielle souleva un léger nuage de poussière en s'arrêtant près de l'abri rudimentaire qu'Amélie avait construit. Le maire d'Arles, Maurice Bertrand, en descendit le premier, suivi de 2 représentants du conseil régional. Leur présence si formelle contrastait étrangement avec la simplicité des lieux, cette parcelle de terre communale où Amélie et Étoile Sauvage avaient trouvé refuge. Instinctivement, Amélie se plaça aux côtés du Mustang, une main posée légèrement sur son encolure. Ces dernières semaines lui avaient appris à se méfier des surprises, même celles apportées dans des voitures officielles. « Mademoiselle Ducourt », commença le maire avec une déférence qui surprit la jeune femme, « nous sommes venus vous proposer quelque chose d'important. » Le soleil de mai baignait la plaine de Camargue d'une lumière dorée. Au loin, quelques chevaux blancs sauvages paissaient paisiblement entre les étangs miroitants. Ce paysage intemporel semblait observer cette rencontre improbable avec la sagesse silencieuse des lieux qui ont vu passer d'innombrables générations. « Je vous écoute », répondit simplement Amélie, sentant sous ses doigts le léger frémissement d'Étoile Sauvage. Le Mustang avait appris à tolérer la présence d'étrangers, mais demeurait vigilant, ses oreilles constamment en mouvement, évaluant chaque nouvelle situation. « Nous souhaitons organiser une cérémonie officielle », expliqua le maire. « Une reconnaissance publique de ce que vous avez accompli, non seulement pour ces enfants, mais pour notre communauté tout entière. » Amélie cligna des yeux, prise au dépourvu. La reconnaissance officielle n'était pas quelque chose à laquelle les Romani étaient habitués, bien au contraire. La place du Forum à Arles, continua l'un des représentants régionaux. Une femme aux cheveux gris coupés courts. Une cérémonie simple mais significative. Vous seriez notre invité d'honneur. Étoile Sauvage perçut l'inconfort d'Amélie et fit un pas en avant, son corps massif formant un bouclier protecteur entre elle et les visiteurs. Ce geste n'échappa pas au maire, qui sourit légèrement. « Bien sûr, le Mustang serait également invité, précisa-t-il. En fait, c'est l'une des raisons de notre visite. » L'homme tendit à Amélie une enveloppe officielle scellée du tampon de la République. À l'intérieur, un document sur papier épais portant plusieurs signatures et sceaux. « Ceci, » expliqua-t-il avec une certaine solennité, est une attestation de garde officielle d'Étoile Sauvage. Techniquement, comme animal saisi dans une affaire criminelle, il aurait dû devenir propriété de l'État. Mais le conseil régional, avec l'appui du capitaine Laurent, a décidé de vous en confier la garde permanente. Amélie parcourut le document, ses doigts tremblant légèrement. Jamais elle n'aurait imaginé détenir un papier officiel, elle qui vivait habituellement dans les marges de la bureaucratie. « Il y a plus », ajouta la femme aux cheveux gris. « Nous souhaitons également vous accorder un droit de résidence permanent sur ces terres communales. Comme vous le savez peut-être, ces espaces ont historiquement été accessibles aux communautés romanies, mais souvent contestés par des pressions politiques. Un droit de résidence, une garde officielle. Des mots qui signifiaient stabilité, légitimité, des concepts presque étrangers pour quelqu'un qui avait vécu dans l'invisibilité forcée pendant si longtemps. « Pourquoi ?» demanda finalement Amélie, la méfiance inscrite dans chaque fibre de son être. « Pourquoi maintenant ?» Le maire et ses accompagnateurs échangèrent un regard, avant que Bertrand ne réponde avec une franchise inattendue. « Parce que vous nous avez forcés à voir ce que nous préférions ignorer. Pas seulement le réseau criminel de Beaumont, mais aussi notre propre complaisance face aux injustices quotidiennes. » Il fit une pause avant d'ajouter «
et peut-être parce qu'il est temps de reconnaître certaines erreurs historiques. 3 jours plus tard, la place du Forum d'Arles présentait un spectacle inédit. Cette place antique, dont les pavés avaient été foulés par les Romains 2 millénaires auparavant, accueillait une foule diverse venue assister à une cérémonie sans précédent. Des guirlandes de fleurs provençales décoraient les anciennes colonnes. Les cafés qui bordèrent la place avaient sorti leurs terrasses, créant un amphithéâtre improvisé. Au centre, une petite estrade simple avait été dressée, sans pompe excessive. Cachée dans une ruelle adjacente, Amélie attendait, le cœur battant. Elle avait revêtu pour l'occasion une tenue traditionnelle romanie, légèrement modernisée. Une jupe longue aux couleurs vives, une blouse blanche brodée et un foulard coloré dans ses cheveux noirs. À ses côtés, Étoile Sauvage semblait étrangement calme, comme s'il comprenait l'importance du moment. « Tu es sûr de vouloir affronter cette foule ?» lui murmura-t-elle en romanie, caressant son encolure dorée. Le Mustang répondit par un léger hennissement, ses yeux intelligents fixés sur elle, avec cette confiance qui s'était construite jour après jour, nuit après nuit. Le capitaine Laurent apparut à l'entrée de la ruelle. « Ils sont prêts », annonça-t-il simplement. Amélie prit une profonde inspiration et monta sur le dos d'Étoile Sauvage, sans selle ni bride, l'image même de cette connexion qui défiait toute explication conventionnelle. Ensemble, ils avancèrent vers la place. Un murmure collectif s'éleva de la foule à leur apparition. L'image était saisissante, cette jeune femme aux vêtements colorés montant à cru ce puissant Mustang doré au crin noir, avançant avec une dignité tranquille à travers la place historique. Amélie aperçut des visages familiers dans l'assemblée. Madame Rosalie du Café du Soleil, les yeux brillants de fierté. Pierre, le jeune palefrenier qui avait découvert son secret. Des agriculteurs, des commerçants, des habitants de Saint-Étienne-du-Grès qu'elle croisait autrefois dans l'indifférence mutuelle. Plus surprenant encore, elle remarqua un groupe d'anciens romani, ces aînés qui restaient généralement invisibles aux cérémonies officielles. Leur présence, discrète mais digne, témoignait de l'importance qu'ils accordaient à ce moment. Le maire d'Arles s'avança au centre de l'estrade, tandis qu'Amélie et Étoile Sauvage prenaient place à ses côtés. Sa voix porta clairement sur la place lorsqu'il commença son discours. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer non seulement un acte de bravoure, mais aussi un moment de réconciliation, » déclara-t-il. « Pendant trop longtemps, notre région a entretenu des préjugés envers la communauté romani. Pendant trop longtemps, nous avons fermé les yeux sur des injustices au nom du profit et du confort. » Un silence attentif régnait sur la place. Même les oiseaux semblaient s'être tus pour écouter. En reconnaissance des services extraordinaires rendus à la communauté, poursuivit solennellement le maire, nous accordons officiellement à Amélie Ducourt la garde d'Étoile Sauvage, ainsi que le droit d'établir une résidence permanente sur les terres communales de Camargue. Des applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants puis de plus en plus nourris. Étoile Sauvage, contrairement à toute attente, demeura parfaitement calme malgré le bruit, ses oreilles pivotant avec curiosité, mais sans la moindre trace de l'anxiété qui l'aurait autrefois submergée. C'est alors qu'un mouvement dans la foule attira l'attention d'Amélie. Une petite silhouette se frayait un chemin vers l'estrade. Sophie, la plus jeune des enfants secourus, accompagnée d'une femme qui devait être son assistante sociale. La fillette tenait maladroitement un bouquet de lavande sauvage presque aussi grand qu'elle. Un gendarme voulut l'arrêter, mais le maire fit un geste pour autoriser son approche. Sophie monta timidement les marches de l'estrade et s'avança vers Amélie et Étoile Sauvage. « Merci de nous avoir trouvés », dit-elle d'une voix à peine audible, tendant son bouquet avec des mains légèrement tremblantes. « Toi et ton cheval êtes des héros. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle descendit du dos d'Étoile Sauvage et s'agenouilla au niveau de l'enfant, acceptant le bouquet parfumé. « Je ne suis pas une héroïne, petite, » répondit-elle doucement. « Juste quelqu'un qui a appris que les blessures les plus profondes ne peuvent être guéries que lorsqu'on trouve quelqu'un qui comprend notre douleur sans parole. » Sophie hocha gravement la tête, comme si cette sagesse résonnait avec sa propre expérience. Puis, avec la spontanéité propre à l'enfance, elle se tourna vers Étoile Sauvage et tendit une main hésitante. À la surprise générale, le Mustang baissa délicatement sa tête imposante, permettant à la petite fille de toucher son museau. Ce geste simple mais puissant arracha un murmure ému à la foule.
L'image de l'enfant rescapé caressant le cheval autrefois considéré comme dangereux incarnait parfaitement l'esprit de guérison que cette cérémonie célébrait. Le maire reprit la parole, annonçant la seconde partie de la décision officielle, une nouvelle qui surprit même Amélie. Les propriétés saisies de Gérard Beaumont, notamment son haras à Saint-Étienne-du-Grès, seront transformées en un centre de récupération pour chevaux maltraités et en un lieu d'accueil pour enfants en situation de vulnérabilité. Des applaudissements nourris accueillirent cette annonce. Le maire se tourna vers Amélie. « Nous espérons que vous accepterez de collaborer à ce projet, d'y apporter votre expertise, unique. » Après la cérémonie officielle, les habitants organisèrent spontanément une fête sur la place. Des tables apparurent, chargées de spécialités provençales. Des musiciens locaux commencèrent à jouer, bientôt rejoints par quelques musiciens romani qui, encouragés par la présence de leurs aînés, osèrent sortir leurs instruments. Amélie se retrouva entourée de journalistes, tous avides de comprendre son extraordinaire connexion avec Étoile Sauvage. « Comment avez-vous réussi à dompter un animal que des experts chevronnés considéraient comme un cas désespéré ?» demanda l'un d'eux, carnet en main. Amélie caressa doucement la crinière noire du Mustang avant de répondre. « Je ne l'ai jamais dompté », expliqua-t-elle simplement. « J'ai juste montré que faire confiance à nouveau est possible, même après le pire traumatisme. Les animaux, comme les humains, portent leurs blessures différemment. Notre erreur est de croire qu'on peut forcer la guérison selon notre calendrier. » Cette nuit-là, de retour dans son abri en Camargue, Amélie déplia soigneusement les documents officiels à la lueur d'une lampe à huile. Étoile Sauvage somnolait paisiblement à quelques pas, son souffle régulier créant un rythme apaisant dans le silence nocturne. En examinant les papiers, elle découvrit une annexe qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Outre la concession de terre et la garde légale d'Étoile Sauvage, il y avait une proposition formelle pour qu'elle développe un programme utilisant sa méthodologie unique de récupération pour chevaux traumatisés, avec un financement initial suffisant pour transformer son rêve murmuré en une réalité concrète. Amélie contemplait les documents étalés sur la table rustique, son esprit tourbillonnant de possibilités. La proposition de financement pour développer son programme de réhabilitation équine semblait presque trop belle pour être vraie. Elle leva les yeux vers l'horizon de Camargue, où le soleil naissant transformait la brume matinale en voile doré. C'était un nouveau jour, littéralement et métaphoriquement. « Nous allons construire quelque chose ici », murmura-t-elle à Étoile Sauvage, qui broutait paisiblement à quelques mètres. « Quelque chose qui nous ressemble. » Le Mustang releva la tête, ses oreilles pivotant attentivement vers elle, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ce moment. Les semaines qui suivirent transformèrent progressivement le terrain vague en un chantier bourdonnant d'activité. Un matin particulièrement lumineux, Amélie fut réveillée par le bruit de moteurs approchant. Sortant précipitamment de son abri temporaire, elle découvrit une procession inattendue. 3 camions chargés de matériaux de construction avançaient prudemment sur le chemin poussiéreux. Le premier véhicule s'arrêta à distance respectueuse. Un homme d'une 60aine d'années en descendit, son visage buriné par des décennies de travail en extérieur. « Mademoiselle Ducourt, je suis Marcel Fabre, menuisier à Saint-Rémy. Nous avons appris que vous commenciez à construire votre refuge. Nous sommes venus aider. » Derrière lui, une douzaine d'hommes et de femmes déchargeaient déjà planches, outils et provisions. Amélie resta sans voix, une émotion intense lui nouant la gorge. « Je n'ai pas les moyens de vous payer pour tout ça, » balbutia-t-elle finalement. Marcel sourit, révélant des dents usées mais solides. « Qui parle de paiement ? Ma petite fille fait partie du programme pour enfants vulnérables que vous allez accueillir. Considérez ceci comme un investissement communautaire. » Ce jour-là marqua le début d'une mobilisation qui dépassa tout ce qu'Amélie aurait pu imaginer. Des artisans locaux, des retraités, des jeunes du village, tous convergèrent vers ce bout de terre autrefois délaissé. Étoile Sauvage observait cette activité avec une curiosité prudente, se tenant d'abord à distance, puis s'habituant progressivement à la présence de ces étrangers qui, remarquait-il, traitaient Amélie avec respect. « Votre cheval nous surveille », commenta un jeune charpentier en riant. « On dirait un contremaître. »« Il évalue vos intentions », répondit Amélie sérieusement.
Les chevaux sentent l'authenticité mieux que n'importe quel humain. Au fil des jours, un plan cohérent émergea pour le refuge des étoiles sauvages. Contrairement aux écuries conventionnelles, Amélie insistait sur des espaces ouverts, des barrières basses, des abris qui offraient protection sans confinement. Les architectes bénévoles, d'abord sceptiques, s'adaptèrent progressivement à sa vision. Ces chevaux ont connu l'emprisonnement et la contrainte, expliquait-elle lors d'une réunion improvisée autour d'une table de pique-nique. Leur offrir plus d'espace signifie moins de comportements défensifs. Un ingénieur renommé secoua la tête. C'est contraire à tous les principes de gestion équine moderne. Peut-être que ces principes sont à repenser, répondit doucement Amélie. Les méthodes modernes visent l'efficacité humaine, pas nécessairement le bien-être animal. Un soir, alors que les travailleurs étaient repartis, Amélie reçut la visite inattendue de 3 anciens de la communauté romani. Ils s'étaient tenus à l'écart jusque-là, observant de loin cette transformation. « Furida, je m'envoie », expliqua le plus âgé, utilisant le terme respectueux désignant la matriarche de leur communauté. « Elle dit que tu marches sur un ancien chemin avec des bottes nouvelles. » Amélie les accueillit avec déférence, préparant un thé aux herbes selon les traditions. Sous les étoiles de Camargue, ils partagèrent des connaissances ancestrales sur les soins équins, des remèdes transmis oralement depuis des générations, des observations fines sur le comportement des chevaux en liberté. « Ton Mustang ?» dit l'ancien en observant Étoile Sauvage qui se tenait à proximité. Il porte la mémoire des grands espaces dans ses yeux. Ne laisse jamais les gadgets effacer cela avec leur méthode. Amélie acquiesça, comprenant la profondeur de cet avertissement. « Je documente tout », expliqua-t-elle, montrant les carnets où elle consignait méticuleusement chaque étape de sa méthodologie. Ce n'est pas de la magie ou un don mystique, comme certains voudraient le croire. C'est de la patience, du respect et la compréhension de ce que le traumatisme fait à un être vivant. Les semaines s'écoulèrent et le refuge prit forme, des paddocks spacieux, des abris ouverts sur 3 côtés, un petit bâtiment central pour les soins vétérinaires et une modeste maison en bois pour Amélie. Tout était construit avec des matériaux locaux, dans un souci d'harmonie avec le paysage de Camargue. Le véritable test survint 1 mois après le début des travaux. Le capitaine Laurent arriva un matin, accompagné d'un vétérinaire et d'une remorque à chevaux. 3 juments rescapées d'une ferme clandestine, expliqua-t-il gravement. Malnutrition sévère, signe de maltraitance évident. Le vétérinaire de la gendarmerie recommandait l'euthanasie, mais j'ai pensé... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Amélie s'approcha de la remorque, le cœur serré. Les 3 juments à l'intérieur présentaient un spectacle déchirant. Côtes saillantes sous des robes ternes, regards éteints, posture défensive. Elles ressemblaient étrangement à Étoile Sauvage lors de leur première rencontre. « Nous allons les installer dans le grand paddock Est », décida-t-elle. Elles auront besoin d'espace pour se sentir en sécurité. Les jours suivants mirent à l'épreuve toute la patience et l'intuition d'Amélie. Les juments refusaient toute approche, se regroupant dans un coin du paddock, tremblantes au moindre mouvement humain. Plutôt que de forcer le contact, Amélie adopta la même approche qu'avec Étoile Sauvage. S'asseoir simplement à distance, sans exigence, sans attente immédiate. Vous trouvez ça normal de payer quelqu'un pour s'asseoir dans un champ et ne rien faire ? Demanda un membre du conseil régional venu évaluer l'utilisation des fonds alloués. Ce n'est pas « ne rien faire », expliqua patiemment Amélie. C'est établir une présence non menaçante. Ces chevaux ont appris que les humains signifient douleur. Il faut d'abord leur montrer que nous pouvons exister dans le même espace sans représenter un danger. Le plus extraordinaire se produisit le 5e jour. Étoile Sauvage, qui avait observé les nouvelles venues avec curiosité mais distance, s'approcha délibérément de la clôture séparant son espace du leur. Au lieu de montrer l'agressivité territoriale typique d'un étalon, il hennit doucement, presque une invitation. Les juments relevèrent la tête, leurs oreilles pivotant avec intérêt. « Il leur parle », murmura Amélie au vétérinaire qui l'accompagnait. « Il leur montre que la confiance est possible. » Progressivement, elle intégra les soins physiques à sa méthode. Cataplasme d'herbe laissé à proximité, nourriture spéciale déposée sans confrontation, eau fraîche constamment disponible. Les juments commencèrent à montrer des signes d'amélioration, non seulement physiquement, mais aussi comportementalement. Elles s'éloignaient moins systématiquement à l'approche humaine.
Un après-midi ensoleillé, alors que le refuge bourdonnait d'activités constructives, une camionnette s'arrêta devant l'entrée principale encore en construction. Une femme d'une 50aine d'années en descendit, accompagnée de 3 enfants au visage timide. « Bonjour », se présenta-t-elle. « Je suis Claudine Mercier, assistante sociale. On m'a dit que vous acceptiez des visites pour les enfants du programme départemental. » Amélie accueillit le petit groupe avec chaleur, bien que légèrement prise au dépourvu par cette visite non planifiée. Les enfants, 2 garçons et une fille entre 8 et 12 ans, se tenaient en retrait, leurs yeux reflétant cette méfiance que développent ceux qui ont connu trop de déceptions. « Ces petits ont vécu des traumatismes similaires à ceux de vos chevaux », expliqua discrètement Claudine. « Abandon, violence, instabilité chronique. » Amélie hocha la tête, comprenant intuitivement le parallèle. Sans forcer l'interaction, elle invita simplement les enfants à s'asseoir sur des ballots de paille à distance des paddocks. « Aujourd'hui, nous allons juste regarder, » expliqua-t-elle doucement. « Les chevaux n'aiment pas qu'on leur impose notre présence, tout comme nous n'aimons pas qu'on nous impose la compagnie de gens qu'on ne connaît pas. » La petite fille, qui n'avait pas prononcé un mot depuis son arrivée, leva des yeux surpris vers Amélie, comme si c'était la première fois qu'un adulte reconnaissait son droit à la distance. Pendant près d'1 heure, ils restèrent ainsi, observant simplement les chevaux vaquer à leurs occupations. Amélie commentait occasionnellement leur comportement, expliquant le langage corporel équin, les signaux subtils échangés entre les animaux. Vers la fin de la visite, un moment extraordinaire se produisit. La plus craintive des 3 juments rescapées s'approcha lentement de la clôture près de laquelle la petite fille s'était isolée du groupe. Sans précipitation, l'animal tendit son museau vers l'enfant immobile. Personne n'osa respirer. La fillette leva une main hésitante, s'arrêtant à quelques centimètres du nez velouté. La jument franchit elle-même la distance, établissant ce premier contact fragile. « Comment est-ce possible ?» murmura Claudine, stupéfaite. « Cet enfant ne touche personne habituellement. »« Ils se reconnaissent », répondit simplement Amélie. « Parfois, ceux qui ont été blessés de la même façon peuvent se comprendre sans mots. » Cette visite marqua le début d'un programme qui se développa organiquement. 2 fois par semaine, de petits groupes d'enfants venaient au refuge, non pas pour des séances de thérapie formalisées, mais pour simplement exister dans cet espace où la patience et le respect mutuel étaient les seules règles véritables. Le succès croissant du refuge apporta cependant son lot de défis. Un matin, Amélie reçut une lettre officielle, l'invitant à une réunion avec l'association équestre régionale. La missive, rédigée en termes polis mais fermes, exprimait des préoccupations concernant l'approche non conventionnelle du refuge. La réunion se déroula dans une atmosphère tendue. Face à Amélie, 6 hommes en tenues équestres traditionnelles, représentant des plus prestigieux centres équestres de la région. « Mademoiselle Ducourt », commença le président, un homme aux tempes grisonnantes et au regard sévère, « nous reconnaissons votre dévouement, mais vos méthodes manquent de rigueur scientifique. Vous créez de fausses attentes quant à la réhabilitation de chevaux gravement traumatisés. » Amélie resta silencieuse un moment, observant ces hommes qui incarnaient l'establishment équestre, ce même système qui avait qualifié Étoile Sauvage d'irrécupérable. Ce qui manque en publication académique est compensé par des résultats tangibles, répondit-elle finalement avec une assurance tranquille. Je vous invite à venir constater par vous-même. Considérez-moi un homme de la science, pas de superstition, dit M. Devereux, tandis qu'il observait sa jument autrefois irrécupérable s'approcher volontairement d'Amélie. Mais ce que vous avez fait ici, peut-être commençons-nous seulement à comprendre la profondeur de la connexion entre humains et chevaux. Et avec ces mots, le plus respecté éleveur de la région tendit la main à la jeune gitane, offrant un partenariat qui pourrait porter ses méthodes au cœur de la communauté équestre française. Le partenariat proposé par M. Devereux marquait un tournant décisif pour le refuge des Étoiles Sauvages. La reconnaissance de cet éleveur respecté ouvrait des portes qu'Amélie n'aurait jamais imaginé franchir quelques mois plus tôt. Le procès de Beaumont s'était conclu par une sentence exemplaire, 30 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Les manchettes des journaux, qui avaient fait leur gros titre sur la gitane et son Mustang, s'étaient progressivement transformées en articles de fond sur les méthodes innovantes développées au refuge.
Par une matinée lumineuse de septembre, 5 mois après sa fondation, Amélie contemplait son domaine depuis la colline surplombant les installations. Le contraste avec les débuts précaires était saisissant. 12 chevaux rescapés évoluaient désormais dans les vastes enclos aux barrières basses. Les bâtiments, construits en harmonie avec le paysage camarguais, semblaient avoir toujours fait partie de ces terres. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» murmura-t-elle à Étoile Sauvage qui se tenait fidèlement à ses côtés. Le Mustang, dont la robe dorée luisait au soleil, avait lui aussi changé. Son port de tête, autrefois tendu par l'angoisse permanente, s'était redressé avec assurance. Les cicatrices physiques demeuraient, mais l'animal meurtri des premiers jours avait cédé la place à un magnifique étalon qui guidait instinctivement les nouveaux arrivants traumatisés. En contrebas, Amélie observait une séance avec un groupe d'adolescents du centre de réinsertion de Marseille. Ces jeunes, pour la plupart issus de parcours chaotiques, travaillaient avec les chevaux selon la méthode qu'elle avait développée. Jamais forcer le contact, respecter les limites, établir une communication basée sur la confiance mutuelle. Rappelez-vous, expliquait Pierre, désormais assistant permanent au refuge, un cheval ne ment jamais sur ce qu'il ressent. Si vous êtes agité intérieurement mais prétendez être calme, il le sentira immédiatement. Un grand adolescent aux épaules carrées, visiblement mal à l'aise, tentait d'approcher une jument baie encore méfiante. Ses mouvements trop brusques provoquèrent un recul immédiat de l'animal. « Yanis », intervint doucement Amélie qui avait rejoint le groupe, « essaie de respirer profondément avant d'approcher Stella. Elle lit tes émotions comme un livre ouvert. »« C'est stupide », marmonna le garçon, frustré. « Ce n'est qu'un animal. » Amélie sourit sans se départir de son calme. « Justement, les animaux n'ont pas appris à ignorer leur instinct, comme nous. Stella sent ton impatience, ta colère peut-être. Pour elle, ces émotions signalent un danger potentiel. » À contre-cœur, l'adolescent suivit ses conseils, prenant plusieurs respirations profondes, relâchant consciemment ses épaules tendues. Imperceptiblement, la posture de la jument changea. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, pivotèrent avec curiosité vers l'avant. « Voilà », murmura Amélie. « Tu vois, ce n'est pas elle qui change, c'est toi. » Le succès grandissant du refuge attirait désormais l'attention au-delà des frontières de la Provence. Des vétérinaires comportementalistes venaient observer la méthode du cours, comme on commençait à l'appeler. Des chercheurs universitaires sollicitaient des collaborations pour documenter scientifiquement les résultats obtenus. Le méthode du cours redéfinit notre compréhension de la récupération post-traumatique chez les équidés, avait écrit une éminente professeure de l'école vétérinaire de Lyon dans une publication spécialisée. Cette reconnaissance professionnelle était gratifiante, mais elle s'accompagnait de nouvelles pressions. Certains éleveurs traditionnels voyaient d'un mauvais œil cette approche qui remettait en question des décennies de pratiques établies. Du sentimentalisme dangereux, avait déclaré Gilbert Chassagne, propriétaire d'un haras prestigieux, lors d'une réunion de l'association équestre régionale. Ces méthodes créent de faux espoirs et risquent de mettre en danger des professionnels qui tentèrent de les appliquer avec des chevaux véritablement dangereux. Ces critiques, quoique blessantes, n'affectaient pas la détermination d'Amélie. Elle savait que tout changement de paradigme rencontrait des résistances. Sa grand-mère lui avait souvent raconté comment les techniques remanies de soins équins avaient été ridiculisées, puis, des générations plus tard, adoptées sans reconnaissance par ceux-là même qui les avaient méprisées. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Amélie terminait une session avec un nouveau cheval arrivé la veille, elle aperçut un véhicule inconnu approchant du refuge. Une imposante Range Rover noire soulevait un nuage de poussière sur le chemin d'accès. Instinctivement, Étoile Sauvage, qui paissait librement à proximité, releva la tête, ses sens en alerte. La voiture s'arrêta à distance respectueuse des enclos. Un homme élégant d'une 60aine d'années en descendit, suivi par 2 palefreniers qui ouvrirent précautionneusement la remorque attelée au véhicule. Amélie reconnut immédiatement André Valette, propriétaire du plus important élevage de chevaux Camargue de la région. Sa réputation était intimidante. Ancien cavalier olympique, juge international, figure incontournable du monde équestre traditionnel. Sa présence au refuge était aussi inattendue qu'intrigante.
Mademoiselle Ducourt, salua-t-il avec une politesse formelle. Je viens à vous en désespoir de cause, je dois l'admettre. Il indiqua la remorque où les palefreniers semblaient lutter avec un animal invisible. Rhapsody, ma meilleure poulinière. Un accident de transport il y a 3 mois l'a complètement traumatisée. Elle refuse catégoriquement de monter dans un van depuis. Impossible de l'emmener au concours, aux présentations, même chez le vétérinaire. Amélie s'approcha prudemment. À l'intérieur de la remorque, une magnifique jument blanche caractéristique de la race Camargue se tenait immobile, tremblante, les yeux dilatés par la terreur. « Nous avons tout essayé », poursuivit Valette. « Tranquillisant, renforcement positif, méthode comportementale classique. 3 spécialistes ont abandonné. Le dernier a suggéré l'abattage. Ce dernier mot fut prononcé avec une réticence évidente, révélant l'attachement du propriétaire à sa jument malgré son apparente froideur professionnelle. Si vos méthodes sont aussi efficaces qu'on le prétend, prouvez-le avec cet animal, lança-t-il, un défi explicite dans sa voix. Personne n'a réussi à l'approcher sans provoquer une crise de panique depuis l'accident. Amélie étudia la situation sans précipitation. La jument montrait tous les signes classiques d'un traumatisme profond. Immobilité figée alternant avec des sursauts nerveux, respiration rapide, incapacité à traiter les stimuli environnants. « Nous pouvons essayer », répondit-elle simplement. « Mais je travaille à son rythme, pas au vôtre. Si vous attendez des résultats garantis dans un délai précis, je ne peux pas vous aider. » Valette parut décontenancée par cette franchise. Dans son monde, les prestataires de services ne dictaient pas leurs conditions. « Combien de temps ?» insista-t-il. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Amélie. « Des jours, des semaines peut-être. Le trauma ne connaît pas de calendrier. » Après une négociation tendue, un accord fut trouvé. Rhapsody resterait au refuge pour une période indéterminée. Valette pourrait observer les progrès, mais sans interférer avec la méthode d'Amélie. Le premier jour fut consacré uniquement à stabiliser la jument dans son nouvel environnement. Amélie fit installer un enclos spécial, partiellement couvert, offrant à la fois protection et visibilité. Puis, contrairement aux attentes de Valette qui observait de loin, elle ne tenta aucune approche directe. « Vous n'allez rien faire », s'étonna-t-il vers la fin de la journée. « Au contraire », répondit Amélie. « J'observe, j'écoute. Rhapsody nous dit exactement ce dont elle a besoin, si nous prenons la peine d'écouter. » Le lendemain matin, Amélie s'installa simplement sur une chaise à plusieurs mètres de l'enclos. Elle ouvrit un recueil de poésie romanie et commença à lire à voix haute, sans regarder directement la jument. « Que faites-vous » demanda Valette, perplexe. « Je lui offre ma présence sans exigence », expliqua patiemment Amélie. Le rythme de la poésie apaise. La voix humaine devient familière sans être menaçante quand elle n'est pas associée à des gestes invasifs. Ce rituel se répéta pendant 3 jours. Amélie, lisant calmement près de l'enclos, Valette observant avec un scepticisme qui se teintait progressivement de curiosité. Rhapsody, initialement figée au fond de son espace, commençait imperceptiblement à s'approcher de la clôture pendant les sessions de lecture. Le 4e jour, une complication inattendue surgit. Le petit ruisseau qui alimentait le refuge en eau fraîche commença à tarir. L'été avait été particulièrement sec, et les sources qui l'alimentaient s'épuisaient. « C'est la pire sécheresse depuis 15 ans, confirma Pierre après avoir consulté les agriculteurs voisins. Les réservoirs municipaux commencent à être rationnés. En quelques jours, la situation devint critique. Le niveau des abreuvoirs baissait dangereusement. Les citernes livrées par camion coûtaient une fortune que le budget limité du refuge pouvait difficilement absorber. « Nous ne pouvons pas choisir entre l'eau pour les chevaux et celle pour les enfants du programme », soupira Amélie lors d'une réunion d'urgence avec les bénévoles et quelques représentants du village. C'est alors qu'Auguste Martin, un vieil agriculteur qui passait souvent au refuge pour apporter des légumes de son jardin, prit la parole. « Mon grand-père parlait d'un aquifère sous cette partie de la Camargue, dit-il, sa voix rendue rauque par des décennies de gauloises. Les gitans l'utilisaient avant que les puits municipaux ne soient creusés. Ils savaient toujours où trouver l'eau, même pendant les pires sécheresses. » Amélie se souvint vaguement de récits similaires que sa grand-mère lui racontait. Les Romani avaient développé une connaissance approfondie des sources souterraines, essentielles à leur survie dans des régions où l'accès à l'eau leur était souvent refusé.
une expédition fut organisée avec Auguste et quelques anciens du village. Ils parcoururent les terres du refuge, observant la végétation, la topographie, les signes subtils qu'Amélie n'aurait jamais remarqués sans leur expertise. « Ici », déclara finalement Auguste, indiquant une légère dépression où poussaient des joncs plus verts que leurs voisins. L'eau n'est pas profonde à cet endroit. Le lendemain, une équipe de foreurs volontaires arriva, dirigée par Jacques Fontaine, propriétaire d'une petite entreprise de puits artésiens. Des ingénieurs à la retraite offrirent leur expertise, analysant la composition du sol, calculant la profondeur optimale. Les femmes du village apportèrent des repas, transformant cette crise en une mobilisation communautaire. Pendant 3 jours, la foreuse travailla sans relâche. Amélie partageait son temps entre ce chantier crucial et ses sessions avec Rhapsody, qui montraient des signes encourageants d'amélioration. Le soir du 3e jour, alors que l'espoir commençait à faiblir, un cri de joie retentit près de la foreuse. Un jet d'eau claire jaillissait du sol, étincelant dans la lumière dorée du couchant. L'aquifère avait été trouvé, plus abondant que prévu, promettant une autonomie durable pour le refuge. Cette victoire collective renforça les liens entre le refuge et la communauté environnante. Ce n'était plus simplement le projet de la gitane, mais une réussite partagée, un symbole de résilience face à l'adversité. Quelques jours plus tard, M. Valette revint pour constater les progrès avec Rhapsody. En 5 semaines de travail patient, la jument avait progressivement surmonté une partie de ses terreurs. Elle acceptait désormais la présence humaine dans son espace, et s'était même laissée approcher par Amélie. Ce que Valette découvrit le laissa sans voix. Sa précieuse poulinière, qui paniquait au moindre contact quelques semaines plus tôt, paissait tranquillement à côté d'Étoile Sauvage. Les 2 chevaux semblaient partager une compréhension silencieuse, comme si le Mustang lui avait enseigné que la confiance était possible après le traumatisme. « Je me considère un homme de science, pas de superstition », dit M. Valette tandis qu'il observait sa jument autrefois irrécupérable s'approcher volontairement d'Amélie. « Mais ce que vous avez fait ici, peut-être commençons-nous seulement à comprendre la profondeur de la connexion entre humains et chevaux. » 5 années s'étaient écoulées depuis ce jour de printemps où Amélie avait franchi pour la première fois le seuil du haras Beaumont. Le refuge des Étoiles Sauvages s'étendait désormais sur les anciennes terres communales de Camargue et englobait également les installations rénovées du haras de Beaumont, transformées en un centre de formation et de réhabilitation reconnu internationalement. Par une matinée claire de septembre, Amélie, maintenant âgée de 24 ans, observait depuis la colline le domaine qu'elle avait créé à partir de rien. Les installations modernes s'intégraient harmonieusement au paysage sauvage, des paddocks spacieux, des abris ouverts, des bâtiments aux lignes épurées construits avec des matériaux locaux. Mais ce qui la remplissait de fierté n'était pas l'architecture, c'étaient les âmes qui habitèrent ces lieux. 30 chevaux rescapés évoluaient désormais sur les terres du refuge, certains portant encore les cicatrices physiques de leur passé. D'autres guéris extérieurement mais travaillant encore à surmonter leur traumatisme psychologique. Et au milieu d'eux, majestueux et serein, se déplaçait Étoile Sauvage, désormais un splendide étalon de 8 ans, dont la robe dorée captait les premiers rayons du soleil. « Il est incroyable de voir à quel point il a changé », remarqua le docteur Lemarque, chercheur en comportement équin à l'université de Montpellier, qui prenait des notes tout en observant le Mustang interagir avec un nouvel arrivant, un pur-sang émacié, récemment sauvé d'un centre d'entraînement clandestin. « Ce n'est pas seulement lui qui a changé », répondit doucement Amélie. « C'est nous tous. » Plus bas dans la vallée, un groupe de vétérinaires et de spécialistes équins était rassemblé sous un auvent pour assister à un atelier dirigé par Amélie. Des professionnels venus de toute l'Europe écoutaient attentivement, carnet en main, alors qu'elle expliquait les principes fondamentaux de sa méthode. Le trauma crée la méfiance, mais la patience reconstruit des ponts, expliquait-elle avec une assurance tranquille qui contrastait avec la jeune femme timide d'autrefois. Nous avons tendance à vouloir des résultats immédiats, mais la guérison a son propre rythme, impossible à forcer. Ces mots étaient simples, dépourvus du jargon académique que certains auraient attendu, mais chargés d'une sagesse pratique qui résonnait profondément chez ces professionnels confrontés quotidiennement aux limites de leurs approches conventionnelles.
L'après-midi serait consacré aux préparatifs de la célébration marquant le 5e anniversaire du refuge. Des bénévoles installaient des tables sous les vieux platanes, accrochaient des guirlandes de fleurs séchées aux branches basses. L'événement n'était pas annoncé comme une grande fête officielle, mais plutôt comme un moment de reconnaissance partagé pour tous ceux qui avaient contribué à cette aventure extraordinaire. Les premiers invités commençaient à arriver. Le capitaine Laurent, désormais proche de la retraite, descendit de sa voiture avec un sourire chaleureux. Les années avaient adouci ses traits sans diminuer cette intégrité tranquille qui l'avait poussé, 5 ans plus tôt, à suivre son instinct plutôt que les procédures. Toujours aussi impressionnant, commenta-t-il en embrassant du regard le domaine florissant. Difficile d'imaginer que tout a commencé par une intrusion dans une propriété privée. Madame Rosalie du Café du Soleil arriva peu après, ses cheveux maintenant entièrement blancs, portant un immense panier de navettes et de fougasses traditionnelles. Derrière elle, une procession de villageois, ceux-là même qui, autrefois, détournèrent le regard au passage d'Amélie. Pierre, qui avait grandi en même temps que le refuge, accueillait les visiteurs à l'entrée. À 22 ans, il était devenu le gestionnaire principal du centre, coordonnant les programmes et les soins quotidiens avec une efficacité remarquable. « Les enfants du premier groupe arriveront dans 1 heure », annonça-t-il à Amélie. « Sophie a insisté pour venir plus tôt pour t'aider. » Sophie. Ce nom évoquait toujours une émotion particulière chez Amélie. La petite fille terrifiée de la cabane dans les marais était désormais une adolescente épanouie de 13 ans, adoptée par une famille aimante d'Arles. Elle avait continué à visiter régulièrement le refuge, développant une affinité particulière avec les chevaux les plus traumatisés. Comme pour confirmer les paroles de Pierre, une voiture s'arrêta et Sophie en descendit vivement, suivie par ses parents adoptifs. L'adolescente courut vers Amélie, l'enlaçant spontanément. « J'ai préparé tout le matériel pour la démonstration avec les petits », annonça-t-elle fièrement. « Et j'ai apporté les photos pour l'exposition. » L'exposition était l'idée de Sophie. Un parcours photographique retraçant l'histoire du refuge depuis cette première image saisissante d'Amélie et d'étoiles sauvages devant la gendarmerie de Saint-Rémy de Provence, jusqu'aux clichés récents montrant des dizaines de chevaux réhabilités et d'enfants transformés par le programme. En milieu d'après-midi, le refuge bourdonnait d'activités. Des représentants officiels côtoyaient d'anciens bénévoles, des journalistes discutaient avec des vétérinaires. Monsieur Devereux, l'éleveur de Camargue, initialement sceptique, devenu un défenseur fervent des méthodes d'Amélie, expliquait à un groupe d'étudiants en médecine vétérinaire « Elle nous a enseigné à écouter, pas seulement à entraîner. Toute ma vie, j'ai imposé ma volonté aux chevaux. Maintenant, je comprends que le vrai talent est de créer un espace où ils peuvent exprimer la leur. » Dans un coin plus tranquille du domaine, Amélie avait aménagé un petit mémorial, un cercle simple de pierres blanches entourant un plant de lavande. C'était là que venaient ceux qui souhaitaient honorer les chevaux, qui n'avaient pu être sauvés, malgré tous leurs efforts. Chaque pierre portait un nom, une date, un souvenir. « Certaines blessures sont trop profondes », murmura-t-elle à un petit groupe qui l'accompagnait dans ce lieu sacré. « Nous devons aussi accepter nos limites, sans que cela nous empêche d'essayer. » Le moment le plus émouvant de la journée survint, lorsque les enfants du programme actuel présentèrent leur travail avec les chevaux. Sans harnachement complexe, sans contraintes visibles, ces jeunes souvent étiquetés comme « difficiles » ou « irrécupérables » par le système scolaire traditionnel, guidaient doucement des chevaux autrefois considérés comme dangereux à travers un parcours simple. Un silence révérencieux s'abattit sur l'assemblée. Des larmes silencieuses coulaient sur plusieurs visages devant cette démonstration vivante de confiance mutuelle. Ces enfants blessés par la vie et ces animaux traumatisés qui, ensemble, avaient trouvé un chemin vers la guérison. « C'est extraordinaire », murmura une représentante du ministère de l'Éducation nationale. « Le modèle Camargue sera répliqué nationalement. Nous avons déjà identifié 5 sites potentiels dans différentes régions. » L'annonce officielle fut accueillie par des applaudissements nourris. L'idée qu'Amélie avait portée, cette vision née dans un moment de connexion entre 2 âmes brisées, allait maintenant essaimer à travers le pays. Au fil de l'après-midi, Amélie se déplaçait parmi les invités, échangeant quelques mots avec chacun. Elle restait discrète par nature,
mais portait désormais cette timidité avec une assurance tranquille, comme un vêtement familier qu'on choisit de garder par affection plutôt que par nécessité. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de Camargue de nuances roses et orangées, lorsqu'Amélie s'éclipsa discrètement de la fête. Elle se dirigea vers Étoile Sauvage qui l'attendait près de la clôture, comme s'il avait perçu son intention avant même qu'elle ne la formule. Sans mot dire, elle monta sur son dos d'un mouvement fluide, fruit de 5 années de compréhension mutuelle. Aucune bride, aucune selle, juste cette connexion invisible qui avait changé leurs deux vies. Les invités remarquèrent son départ et se rassemblèrent spontanément pour observer ce qui était devenu une légende vivante dans la région. Amélie et Étoile Sauvage traversèrent les champs de lavande au petit galop, puis accélérèrent en atteignant les zones sauvages des marais. Leur danse au coucher du soleil était d'une beauté à couper le souffle, la jeune femme et le Mustang se mouvant comme un seul être, anticipant mutuellement leurs mouvements, incarnant cette harmonie parfaite que beaucoup cherchaient, mais que peu trouvaient véritablement. « C'est pour cela que nous venons tous ici », observa doucement le docteur Lemarque. « Pas seulement pour les techniques ou les résultats mesurables, mais pour être témoin de cette possibilité. Cette preuve vivante que des connexions profondes peuvent transcender les barrières que nous croyons infranchissables. » Lorsque les dernières lueurs du jour s'estompèrent, les invités se rassemblèrent autour d'un grand feu de camp. Des lanternes suspendues aux arbres créaient une atmosphère magique. C'était le moment des histoires, une tradition que Sophie avait instaurée lors des précédents anniversaires. Amélie, revenue de sa chevauchée, s'assit au milieu du cercle. Étoile Sauvage se tenait paisiblement à quelques mètres, broutant tranquillement tout en gardant une oreille attentive tournée vers le groupe. « Racontez-nous encore », demanda une petite fille récemment arrivée au programme, « l'histoire de comment vous vous êtes rencontrés. » Amélie sourit, échangeant un regard complice avec le Mustang dont les yeux reflétaient la lueur dansante des flammes. « Il était une fois, » commença-t-elle de sa voix mélodieuse, « une gitane orpheline et un Mustang condamné, qui découvrirent que les âmes les plus brisées sont parfois capables des actes les plus extraordinaires de courage et d'amour. Les étoiles brillaient intensément au-dessus de la Camargue, tandis que les mots d'Amélie tissaient à nouveau cette histoire qui était devenue bien plus qu'un simple récit, un témoignage vivant de transformation et d'espoir. Lorsque les enfants furent finalement couchés et que seuls restaient quelques adultes autour des braises mourantes, Amélie s'éloigna pour contempler le ciel nocturne. Étoile Sauvage vint la rejoindre, son souffle chaud formant de petits nuages dans l'air frais de la nuit. Ce n'est pas seulement Étoile Sauvage qui a trouvé la liberté dans ses champs, dit Amélie en observant les étoiles au-dessus de Camargue, le Mustang doré paissant tranquillement à ses côtés. C'est chacun d'entre nous qui a appris que la véritable liberté ne vient pas de l'absence de limites, mais de la présence de confiance, et que même les âmes les plus profondément blessées peuvent, avec du temps et du respect, choisir à nouveau le courage d'aimer.